Émission 567. Cette semaine, A Study in Emerald. En direct de leur studio situé à Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Ben ouais. Benoît Mercier au micro et cette semaine en studio, chanteur d'une équipe dont les membres ont voté. C'est vrai? C'est vrai? C'est vrai. fait. C'est fait. On vous les présente à l'instant. Le premier, on a beau être le 1er octobre, il pense déjà à Noël. Simon Chénier est avec nous. J'ai un petit trivia sur le 1er octobre. Ah, Saviez-vous qu'il y a 25 ans, le film Les Apprentis Champions sortait au cinéma? je pourrais pas dire c'est quoi les apprentis champions. C'est le film où des Jamaïcains font du bobsleigh. Ah ben oui! Et c'est d'ailleurs aussi... j'ai appris que l'anniversaire de John Candy est le 31 octobre. C'est bon. Alors, Des oui. petits trivia, ça, pour commencer Ouais. l'émission, En M. plus, Chénier. il est mort, peut-être qu'on peut l'invoquer à l'Halloween. Oui, c'est On ça. va pas rendre le studio plus hanté qu'il l'est, s'il vous plaît. Là. Le dernier, décidément, Louis Pussy pense à Noël. Étienne Forêt est avec nous. Ben Bonjour, oui, Étienne. Écoute, on est en plein dans la période des fêtes en ce moment. Ouais. Et les deux membres de Noël chez Isidore ici. J'ai d'ailleurs écouté de la musique de Noël aujourd'hui. Ah oui, pour En vrai? travaillant. Pour t'enlever le beat d'Halloween. Ça me met un peu dedans, étrangement. On dirait qu'aujourd'hui, c'est la journée que tout le monde commence à écouter un peu de la musique d'Halloween, se fait jouer des clips, puis là, ils se sentent moins coupables parce que C'est t'es le bon mois. tranquille. C'est dans le bon mois. C'est ça. Ben, merci Étienne. Tu remplaces Jake qui. Je sais pas ce qui se passe avec son cou aujourd'hui, là, mais il, Ouais, oui, il y a eu il un était- torticolis. Ah, OK. Oui, l'autre Ouais. fois, effectivement, il n'était pas capable de tourner la tête. Mhm. Je l'ai vu samedi. Ouais. Puis il était très rigide, puis il regardait toujours vers l'avant. Avec le cou, la jambe. Oui, ça va bien. Ouais, là, il ne reste plus grand-chose. Pauvre Jake. Bientôt, il va être comme un gars dans une chaise roulante. Il va être souffle dans une paille pour avancer. Un minifig de Lego. Il pourrait être comme juste une tête dans un bocal. Ah, ouais, tu vois, c'est Futurama, je comprends la référence. Mhm. Hey, une émission sur la culture populaire. Eh oui. Ah, il va On peut-être a- devenir Crank aussi. Tu sais. Ah, c'est Genre vrai? sa tête dans le Dans corps de quelqu'un d'autre. Ouais. Ah, Un ben oui, espèce de quand même. robot lettre. là. Ah oui, j'aime ça. Ça serait bon, ça. Les turtles. Le turtle. Référence aux turtles. Ben oui. Puis, tu sais, Jake il aime le turtle. Ben, C'est vrai? c'est un peu pour ça. Ça fonctionne. Mm. Fait que t'es là, Monsieur Étienne, Je suis là. et on va faire des nouvelles comme à l'habitude, puis on va vous parler de plein d'affaires. Ouais. Qui veut commencer cette semaine? Est-ce que vous voulez que je commence comme Jake est pas là pour faire changement? Ah oui! Ouais? Ben oui. Ça te tente-tu? Oui, pars. Ouais. Commence. OK. Ben, je vais... Start to it à mitaine. ben, je vais me starter à mitaine comme il se doit, parce que moi, je sais ce que j'aime, et là, je vais parler de Star Trek. Ah oui, Et voilà. On n'y échappera pas. Non, ça marchera pas. C'est pas parce que Jake est pas là que je vais pas parler de Star Trek. Ben non. Mais voilà, Étienne est un peu Star Trek quand même, non? Moi, j'ai écouté la série originale, mais ok. j'ai pas vraiment écouté aucune des autres. J'ai Bon. vu quelques épisodes de Next Generation, puis that's it. Éventuellement, là, il va falloir les gars que Je suis bien loin derrière toi. dans l'émission, on va faire qu'on... Moi, je passe à travers l'original très lentement. C'est difficile, hein? J'ai essayé d'en réécouter ouais. récemment, puis ça a un charme, c'est un certain Moi, je charme. l'aime un charme. beaucoup, ouais, c'est ça. J'aime ça, l'aspect camp, puis c'est très kitsch, puis les décors laids en carton, puis tu sais, ça vient me chercher. J'ai bien du fun à le regarder en français. Hein? Ouais. Oui, la patrouille du cosmos. Ouais, puis je l'écoute dans le transport en commun, donc c'est spécial. Donc, moi, une des grosses nouvelles, je pense que tout le monde qui est moindrement fan de Star Trek ou intéressé par Star Trek a appris que Patrick Stewart, Jean-Luc Picard, allait revenir à la tête, en fait, allait réincarner le personnage éventuellement. Ah oui. On n'avait pas de date de sortie pour cette série qui va être disponible sur CBS All Access, le service de flux en continu de CBS, le Ah. Netflix de CBS. Ouais. Mais bon, ça s'en vient. Et quand Patrick Stewart a fait l'annonce au Star Trek Las Vegas, qui est l'espèce de gros congrès annuel qu'ils font à chaque année, tous les grands Trekkies vont là-bas, il a annoncé qu'il n'y avait même pas un scénario qui avait été écrit pour l'instant. On avait juste commencé à lancer des idées. Ok. On savait qu'on voulait amener le personnage à un nouvel endroit et que 20 ans s'était déroulé dans la vie de Jean-Luc Picard comme dans la vraie vie. Tu sais, Ok. Le dernier film date de 2002. Ouais. Donc, on est presque à 18-20 Ouais, ben, ans. il a vieilli, Ouais. l'acteur a vieilli, fait que ça serait difficile de faire autrement. Aussi, il faudrait que le personnage a évolué. On va l'amener
aller à un autre endroit. Et je trouve ça intéressant. Cette semaine, tu as Jean-Luc Picard qui est full actif sur Twitter, qui a tweeté une belle photo de lui accompagné des différents producteurs et scénaristes de la série. C'est une mini-série, j'ai l'impression. Et là, tu as James McAvoy. Ça vous dit quelque chose, James McAvoy? Oui, c'est le nouveau Professeur X. Le nouveau Professeur X qui a incarné le personnage de Charles Xavier, mais version plus jeune. Exact. Dans, je pense, c'est X-Men First Class, Days of Future Past, Apocalypse, et là, le prochain Dark Phoenix qui s'en vient prochainement. Et il a écrit sous la photo qui a été publiée sur Instagram de Sir Patrick Stewart avec ses différents producteurs et scénaristes-là. En passant, tout le monde, si vous avez besoin d'un personnage ou un acteur pour des flashbacks, moi, je m'offre et je travaille simplement aux autographes. Donc, même pas besoin de me payer. Ça a été un petit clin d'œil comme ça, vraiment sympathique. Ça serait vraiment cool. Ouais, j'aimerais vraiment ça qu'il fasse ça. Donc, il pourrait facilement incarner. Tu pourrais le voir, lui, pas de cheveux, dans le costume de Next Gen. Exact. Ouais. Ça serait hot. Est-ce que c'est censé être vraiment comme une suite de Next Gen? Est-ce que tous les autres personnages reviennent ou c'est juste lui avec un autre crew? J'ai comme l'impression qu'ils vont pas passer à côté de l'occasion pour amener certains personnages de temps en temps, un peu à la manière de caméo, mais ça va être centré sur la vie de Jean-Luc Picard. Okay. Et ce qu'on nous promet, puis ça a été promis à Vegas quand l'annonce a été faite cet été, c'est que la série allait prendre des nouvelles avenues. On allait aller dans une nouvelle direction. Ce ne sera pas le Jean-Luc Picard que nous, on connaît, mais un nouveau Jean-Luc Picard qui a été affecté par les événements de sa vie. Puis bon, il y a 20 ans que se sont déroulés depuis le dernier film. Donc c'est sûr qu'il est rendu vieux, peut-être aigri. Oui, c'est ça. Les astis de Vulcain. Même pas capable de montrer une émotion. Donc, c'est ça. Je trouvais ça juste c'était comique comme petite nouvelle. Puis je pouvais pas faire une émission des Mystérieux sans parler de Star Trek. Et d'ailleurs, on a eu le poster, l'affiche pour la 2e saison de Star Trek Discovery et une date, ou presque. On a le mois quand ça va sortir. Ça va sortir en janvier 2019, mais on n'a pas une date précise. Donc, 2e saison pour Star Trek Discovery. Vous connaissez mon opinion de Star Trek Discovery. J'ai quand même espoir, semblerait-il, qu'on aurait ajusté le tir pour la 2e saison. Mais j'ai beaucoup plus hâte à la série de Jean-Luc Picard. Ça va ramener, je pense, une couple de personnes dans In the Fold. Monsieur Étienne, tu attends-tu de fermer la porte? Parce que là, de l'autre côté, on a décidé de faire le ménage à partir du moment où on commence à enregistrer. Et je vais passer la parole donc à Simon pendant ce temps-là qui va nous faire offrir quelque chose. Oui, premièrement, j'ai des sorties Blu-ray cette semaine, mais pas beaucoup, donc je vais peut-être les garder pour la fin si on faut remplir. On a encore du temps, une affaire, est-ce que vous vous ennuyez de la télé interactive de vidéo? Oui, tellement. J'aimerais ça avoir accès comme une chaîne YouTube qui me permet de faire les choix en arbre. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'archives là-dessus. Ça se trouve difficilement. Il n'y a pas grand monde qui a enregistré les émissions comme le jeu Safari ou l'ascenseur ou le Blackjack ou Watatata avec plusieurs points de vue. Quand tu pesais sur F3, tu pouvais flusher la scène. Tu avais juste le logo Watatata qui disparaissait avec un bruit de flush. Quelle bonne idée. C'était... Il y avait une émission, c'était-tu Miroir avec Francis Reddy, où tu essayais d'apprendre à te connaître ou puis à connaître quelqu'un d'autre en même temps, je crois. Ça se peut. Tu faisais des choix. Ouais. Tout le temps, on pouvait faire des choix. On pouvait faire des choix, ça c'était clair. Ben, ce concept-là va revenir. Non. Mais pas ici. Et à quelque chose qui concerne plus les fans de la culture populaire. La série Black Mirror sur Netflix va offrir un épisode bientôt qui est du type choisir ta propre aventure dont vous êtes le héros. Et ça va être un peu le même concept, j'imagine. C'est que, vu que tu peux sélectionner un épisode, ben là, tu vas sûrement pouvoir sélectionner des bouts. Puis selon ce que tu choisis, tu vas avoir... On te donne d'autres choix. C'est ça. C'est une bonne idée. Que Netflix développe ça, puis ils ont dit qu'ils allaient faire ça avec d'autres shows aussi. Pas nécessairement des shows qui existent présentement, mais peut-être des shows exprès pour ce service-là. Sinon, c'est ça ma nouvelle. Mais ça me fait penser au livre dont vous êtes les héros. En fait, j'avais une conversation par rapport à ces fameux livres-là. J'ai pas full joué quand j'étais jeune, mais... Moi, j'en ai fait plein. C'est ça. Je me disais que peut-être M. Forêt avait joué. Je sais que Jake en a beaucoup. Notre ami Bonhomme, que ça fait un bout de temps qu'on a vu d'ailleurs, avait une grosse collection de jeux de ce genre de livres-là. Mais ça vient tout le temps gimmicky assez rapidement, ce genre. C'est sûr. Évidemment. Mais j'imagine que c'est Black Mirror, fait que ça va avoir... ça va être
lié au concept du show. C'est Ouais. pas juste une gugus, j'imagine. Non, Ouais, c'est ça. Ça va avoir rapport avec ce qui se passe dans Ouais, le show. c'est c'est ça. ça, Mais parce pourquoi pas ici? Ça va être seulement... Non, je veux dire... non, On va pouvoir ce le que je voir. voulais là, dire, nous c'est... autres. Oui, c'est Ok. c'est juste pas un service québécois. Là. Non, ok. C'est pas Mais, un autre mais TVI, On y a là. accès comme tout le monde. Ouais, c'est ça. Ok, few. Ouais. Je sais pas s'il y a encore des gens qui ont leur vieux terminal de vidéo. Sûrement. Je sais pas, mais il y en a dans les marchés aux puces, puis tu sais, tu te dis, man, Qu'est-ce que pourquoi? tu peux faire avec ça? Pas grand-chose. Tu peux rien faire avec ça. Ça pourrait être décoratif. Tu sais, c'est comme Ouais. du Ouais. memorabilia. Tu sais. Ouais, ça, j'avoue. Combien ils vendent ça dans les marchés aux puces que t'as? Ouais, je vais jamais checker Non. le prix. Là. Sûrement pas tant cher. Non. que Tu ça. t'en vois un la prochaine fois, tu Un me petit diras. vin, là. Un petit vin? Ouais. Ouais. Ils doivent te dire, il marche. Ouais, ben je suis sûr qu'il marche. Mais il mais me pas, semble qu'il y en a eu deux en plus. Il y a eu celui qui était plus plus rectangulaire, puis là, il y en a un autre avec la manette toute ronde, weird. Là. Mm. J'aimais mieux le premier. Ouais, le rectangulaire Ouais. était beau. Il y avait un gris presque Bourgogne un peu là, dedans. Peut-être que tu peux encore jouer au jeu. Les jeux Ouais. dedans. Est-ce qu'il était Non, je pense pas. Jouer à Non. temporel. Ouais, c'est ça. Ouais. Ou à Mordicus. Mordicus, pas le Monsieur canard. Brosse. Non, je connais pas ça. Monsieur Brosse. Mais en Temporel Inc., c'était vraiment frustrant comme jeu. J'ai Oui, mais jamais ça- fini. Ouais, c'était... Tu peux jouer maintenant sur... Il y a un site web qui l'a refait. là. Ouais. Tu peux juste rejouer Ok. le même jeu exact. Tu là. peux revivre la frustration d'antan. Exactement. Puis ouais, c'est la même affaire. Ben, il y a des bouts qu'on se souvient Ouais. qui nous ont marqué à cause de la frustration. Fait que là, ça, on sait. Mais tu sais, je me souviens vraiment pas de tout. Puis il y a sûrement, je l'ai jamais fini. Fait qu'il y a plein d'affaires que je connais pas encore. Mm. Ouais, éventuellement, peut-être. Un spécial Temporel Inc. au Mystérieux Étonnant. Ouais. Toi, Monsieur Forêt, tu nous as préparé un truc spécial. Ouais, je vous ai préparé un jeu. Tu vois, comme je suis ludique. Hey, tu te donnes déjà plus qu'à des CDR, c'est incroyable. Oui, c'est vrai. Hein? Je m'attendais une chronique de commentaires BS sur Facebook. Ouais, j'aurais pu, mais là, je Ouais. garde justement pour décider. Mais C'est non, ça. là, c'est une affaire. En plus, ça fait longtemps que j'avais comme vaguement préparé ça en me disant un jour, je trouverai un moment d'utiliser ça. Puis là, ben, c'est aujourd'hui. Parce que ce que je voulais faire, c'était est-ce que vous vous êtes déjà demandé combien, selon vous, de tunes du répertoire classique que vous connaissez? Puis, Hey boy. on se rend compte souvent, moi je trouve ça fascinant, qu'on en connaît bien plus qu'on pense. T'sais. Mettons, moi, j'écoute jamais vraiment de musique classique. Je suis absolument pas un connaisseur du domaine. Puis si on me dit nomme-moi des tunes, mettons, fredonne-moi des airs en me disant c'est quoi, je vais t'en fredonner 3-4. Quand tu dis classique, c'est classique, ça Genre- peut être rock aussi ou Non, juste non, la genre musique classique? Beethoven, musique, là. Mozart et tout ça. Là, t'sais. Mhm. Puis là, ben, tu te rends compte que bon, tu penses que tu n'en connais pas. Puis là, finalement, on t'en fait jouer. Puis tu en connais plein. Mm. Parce que cette musique-là, c'est tout glissé subtilement dans la culture populaire. Ouais. Ouais. Puis, donc, mon jeu aujourd'hui, c'était, je vais vous nommer des tunes, puis vous allez me dire si vous êtes capable de Et me la tabarnouche. redonner un peu ou si Oh. vous savez ce Oh que my c'est God. ou pas. Non, Puis ouais. après ça, on va l'écouter pour voir si vous la connaissez en fin de compte. Hey boy. Sûrement, vous allez toutes les connaître en fin de compte, Non. mais que vous ne le sauriez pas sur le coup. Par exemple, ok, mettons, je commence avec la Toccata et Fugue en Ré mineur de Jean-Sébastien Bach. Est-ce que ça vous dit quelque chose si je fais juste dire ça de même? Ben, j'ai un cousin qui s'appelle Jean-Sébastien. Ah, ben, c'est peut-être lui. J'ai un cousin Non, qui là, il s'appelle s'est... Toccata. J'ai une cousine Toccata. J'ai un cousin qui s'est recyclé en coach de vie. Ah, Il bon. met ses vidéos sur Facebook. Je Ça sais qu'il peut écoute être pas bon. le podcast, là. Je veux pas t'insulter, JC, mais... Calice, man. Ouais, des coachs de vie. Des coachs de vie. Je te raconterai une histoire là-dessus tantôt. Ok, c'est bon. Mais bon, bah, écoute, je vais vous la faire jouer, puis vous allez voir. Vous allez reconnaître ça tout de suite. Ah, je pense que c'est juste sur la console. Oh, attends, pas, oui, c'est moi pas qui- allumé. Et voilà, Ça va jouer. ça devrait fonctionner. Ouais, ça devrait. Ah, ben ouais. Ouais, c'est la toune dans l'intro de Mordicus, contre Mordicus. Ben voilà. Fait que tu vois, tout le monde la connaît, cette tune-là. Oui. C'est aussi l'intro dans le film Il était une fois le diable. Ouais. C'est aussi la musique d'intro, je pense, dans... Il était une fois l'homme. Oui, où à la fin, la Ouais. planète explose. là. Ouais. Exact. Crise de scie. Voilà, fait que voilà, vous êtes meilleur que vous pensez. Mais je connais Bon, pas on le connaît titre. pas. C'est Ouais, ça. ouais. Ben, on connaît pas les auteurs et tout ça, mais c'est des airs qu'on est comme familier, puis c'est ça mon point, en fait, qu'on en a entendu tellement. Tu veux-tu l'arrêter? Je pense juste à ma mortalité pendant que tu fais jouer ça. Oui, c'est bon. On rappelle qu'on est dans les derniers moments avant de passer au gouvernement caquiste. Ensuite, si je vous dis le Rhapsodie hongrois numéro 2 de Franz Liszt. Et tabarnouche. Ça- Je connais le Bohemian Rhapsody. Oui, c'est pas Est-ce la que même c'est chose. lié? Non, ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est le GC de cette tune de Queens? Ou c'est... Non, ça n'a absolument Son rien à cousin? voir. C'est, au début, quand ça commence très, très dramatique. Ok.
tu vois, avec des cordes et tout ça. Mais le bout qu'on connaît plus, c'est à 6 minutes 45. Déjà, tu sais, les tunes classiques ont des très longues durées. Fait que je vais l'avancer à 6,45 et vous allez voir... Oups. Ah oui. Oui. Ok, ouais. J'ai mon doigt glissé, mais ouais. Fait que là, ce bout-là, on le connaît. Oui. C'est tout le temps la pièce qu'on joue pendant que le monde font des coups. Puis tu vois ce qu'ils font en accéléré, où ils se déplacent, puis ça chie. Ouais, exact. Ouais. C'est également aussi dans Who Framed Roger Rabbit, quand on voit ça Daffy faisait beaucoup Duck. penser à un puis, cartoon, fait que ouais. ça doit être... c'est Daffy, puis je sais plus quel autre qui joue chacun sur un piano en même temps. C'est Donald Duck, C'est je pense. Donald, Il me semble que Daffy. c'est Donald Duck et Ouais. Daffy, ça se peut-tu? Puis là, ben, ils se gossent l'un l'autre en jouant. Ça me rappelle que ça fait très longtemps que j'ai vu qui veut la peau de Roger Rabbit. Il a joué Moi en aussi, fin de ça semaine fait à la vraiment télévision. Ah ouais? Ma soeur m'a envoyé un message pour me dire qu'elle l'écoutait. C'est Ah. drôle, la synchronicité. L'univers veut nous dire quelque chose. Moi, j'ai déjà été sur une date en aller voir ce film-là au Ah cinéma. ouais? J'avais 15 ans. Ça fait bien longtemps. On salue Katia, Bonjour Katia. Salut. qui ne doit pas s'être remise de toutes ces émotions-là. Ensuite, À stock depuis 15 ans. Là, puis- c'est ça, puis là, c'est là, C'est le enfin, moment je où la name c'est- drop. T'es comme associé avec le juge qui pitch le soulier dans le... Exact, dans la espèce de la goudron, Laurentienne. ouais. C'était quoi ça? C'était la trompette. La trompette. Voilà. Ensuite, ok, on va y aller avec une autre chanson. Le Rondo à la turque de Mozart. Oh boy. Ah ben oui. C'est ça. OK. Alors ça fait Crème, très... je les connais d'abord. Ah oui, on les connaît toutes finalement. C'est ça, moi, qui me fascine. Je me suis mis des playlists de classiques, puis j'étais là, ben voyons, je connais ça aussi. Puis là, je les ai mis dans une liste à part, à mesure. Et dire que tous ces compositeurs-là sont morts dans la pauvreté de la syphilis, c'est vraiment triste. Ouais, c'est fou, hein. Je me demande Pas toutes, par exemple. Non, je fais une... lesquels de nos compositeurs actuels vont être On la écoutés dans syphilis? 400 ans, tu sais, puis qui Oh. aujourd'hui sont comme un peu n'importe qui, puis là, on va dire, hey, wow, Marie-Chantal Toupin. Chantal Jerry. Toupin. Ah ouais. Jerry va encore rocker dans 400 ans. Ouais. Un de nos grands. Voilà. Bon, ensuite, la danse des chevaliers. Ah. Eh oui, un instant. Danse des chevaliers de Prokofiev. Grand classique que personne ne sait c'est quoi, mais, Mais on le sait. on va le savoir. Ben, c'est plate, on peut même pas t'échanter parce que... Non, C'est c'est ça. Ah, OK. Ouais. Non, attends, moi, celle-là me dit rien. Ah oui. Oui. Ouais. Ok, ouais. Ça fait très Halloweenesque. Tout à fait. Ce qui me fait penser, monsieur... Oui, on ah oui, va le c'est dire vrai. tantôt. Là. Non, vas-y, sur l'air de ça, je vais la remettre au Ok, début. remets-le au complet, ok. Je vais essayer de prendre une voix. Le 20 octobre prochain, au Brewpub Broa de Rosemont, assistez à un enregistrement spécial Halloween des Mystérieux Étonnants avec toute l'équipe. Simon Prech d'Ars Moriendi et Étienne Forêt. C'est un rendez-vous le samedi 20 octobre. 19h la porte, 20h le show, $10, $8 membre Patreon. Ce sera épeurant! La meilleure pub qu'on a jamais fait en 13 ans. C'est vrai, pour vrai. Hein? Tu la découperas, tu la mettras sur... C'est sûr que Facebook. random, pendant que je parle, Simon il dit « C'est bon! Ben, tant mieux. C'est encore mieux comme ça. Voilà, j'enchaîne avec l'entrée des gladiateurs de Julius Fuchik. Ça, vous connaissez peut-être ça, là, de nom. Ça se peut-tu, » Tu connais ça? le film Le Gladiateur? Ouais, ça Mais- n'a pas rapport avec ça. C'est Non. pas tout à fait le même genre de gladiateur. C'est Star Wars. Mais non. Le bout de connu s'en vient. Là. C'est là, je pense que c'est À partir de là. Ben ouais. La petite toune de clown. Ouais, c'est... Pourquoi on associe ça au clown? C'est ce qui m'intrigue. Ouais, ben c'était utilisé dans des cirques à Ok. l'époque. Fait que sûrement que c'est ça qui est resté. Ça marche avec aujourd'hui. Oui, c'est Exactement. vrai. Soir de vote. Le grand cirque des élections. Et d'ailleurs, j'ai un ami, Jocelyn Legault, que je salue. En 2012, lui était en Alberta pendant que moi j'étais ici en grève étudiante. Puis à chaque fois qu'on voyait des nouvelles qui n'avaient pas d'allure sur comment que le gouvernement libéral gérait la crise, il m'envoyait la nouvelle avec cette toune-là. Puis là, bon, on faisait la même chose de part et d'autre en essayant de trouver des versions différentes de la toune. canadien, tout ça. C'est très canadien. Voilà, ça aurait pu se retrouver dans le bye-bye. C'est ça. Ensuite, la valse des fleurs de Tchaïkovski. Ah, ça, je pourrais pas dire. Je les connais après que tu joues. là. Exact, c'est tout le temps ça. Puis là, celle-là, je sais pas si vous allez même la... Ah oui, ça, je la connais, celle-là. C'est une de mes préférées. Voilà. T'as connais-tu, Un toi? homme à fleurs.
entre autres. Il me semble que ça... J'attends juste que tu nous flanques la toune de 2001 au-dessus de l'espace. Oui, ben, ouais, dedans. Es-tu dedans? Ben, oui. t'as pas le choix, rendu Alors, là. je peux pas passer à côté. C'est apaisant, hein? Ouais, quand même, hein? À part-tu un moment donné? Le 20 octobre prochain. Le 14 février prochain, la Saint-Valentin des C'est Mystérieux. étonnant. C'est fait un spécial à la... C'est quoi? C'était Malcolm Bolton qui avait fait ça? Ouais. Ouais, spécial de Netflix de la Saint-Valentin. Wow. Ben moi, personnellement, ça me rappelle la version suivante, qui était la toune du patinage artistique dans Winter Games sur Commodore 64. Donc, c'est là la première fois que j'ai connu la valse des fleurs. Ok, là, ouais, Oui, là, je la reconnais. connais. c'est ça. On associe ça à ça surtout. Là. Oui, je sais pas si, en tout cas, vous autres, vous êtes peut-être plus jeunes. Je sais pas, Un petit aviez-vous un Commodore 64? Non, mais mes parents avaient un Atari, non pas un Commodore. Ah, bon, ça compte. Ça compte. C'était proche. Après ça, la petite musique de nuit de Mozart, qu'on peut écouter à n'importe quelle heure, en fait. Comme là. Comme là. Je vais la remettre, pardon, attends, en plein milieu. Ah, Ça, j'associe ça. Il y a une pub d'épicerie qui était ça. C'est Jean Coutu! Et C'est voilà. ça, Jean Coutu. c'est ça. L'annonce de Jean Coutu. Félicitations. Merci. Tu l'as trouvé. Bon, je vais en faire une dernière, puis Ok. je ferai un autre bloc plus tard si on a du temps. D'accord. Je vais y aller avec le Rantz des vaches de Rossini. Hmm. Ouais, en anglais, c'est Call to the Cows, qui est extrêmement connu. Oui, ça, c'est ouais. le classique, un coq qui sort. Exactement. C'est Il y a comme cette la toune-là, ouais. toune du matin dans toutes les cartoons. Mhm. Ouais. Un matin paisible. Combien de coqs cartoonesques ont été tués sur cette toune? Il y en a eu beaucoup. Donné généreusement à la fondation des coqs cartoonesques de Montréal. Merci, Étienne. Ça me fait plaisir. Le 20 octobre prochain, venez déjeuner avec les mystérieux étonnants. Un Bad Dead Breakfast. Et voilà, c'est ça. Ben, merci, Étienne. Ça fait plaisir. Monsieur Chénier. Je pensais que c'était à toi. Ah, ben tu veux que je recommence à moi? T'as fait une toune? T'as fait une J'ai nouvelle? fait une nouvelle. Bah oui, il a fait le vidéo, oui. Ah oui, excuse-moi, je t'ai perdu. Excuse-moi, ok. Qu'est-ce que je prends? Je t'ai pogné. Ah oui, non, ça se peut. Je suis perdu facilement. Attends une minute, ici, j'ai quelque chose. Ah, ben, j'ai de quoi de terrifiant. Oh là là. D'extrêmement terrifiant, même, Ah, on je sais pourrait pas. dire. Oh non. Parce que, d'ailleurs, c'est... Je vais me fermer les yeux, vous me direz quand c'est fini. À Décideret, vous avez reçu le fameux auteur R.L. Stein Oui. récemment. Très terrifiant. Très, très épeurant. Oui. D'ailleurs, cette semaine, vous avez reçu son pantin. Oui, encore plus terrifiant. Oui, plus Vraiment très mauvais garçon. surtout gossant, ce pantin. Hein? Mais en juillet dernier, puis je pense pas qu'on en a parlé à l'émission, mais il y avait une nouvelle qui est sortie de Boom Studio, qui est un petit studio qui fait de la bande dessinée aux États-Unis. C'est dans le format comic book, mais ils font un petit peu de tout. Ils ont fait de l'adaptation de Disney pendant un certain temps, pendant qu'il y avait encore la licence. Ils ont fait des propriétés aussi qui étaient... je pense qu'on a parlé de Irredeemable à un moment donné. Ouais. Ils ont fait une couple de propriétés comme ça. Mais là, ils se lancent dans l'adaptation d'histoire de R.L. Stein. Ça a été annoncé en juillet dernier, OK. sous l'étiquette Kaboom. Ça ressemble à Boom. Là. Ouais. Et c'est une étiquette qui est surtout dédiée aux jeunes adultes, donc les jeunes lecteurs. Donc, R.L. Stein, pour l'occasion, a créé 4 histoires d'horreur. Et là, je mets des gros Ouais. guillemets, là, Terrifiant. parce que je me rejoins du côté de Dom Massy là-dessus. Là. C'est vrai que c'est pas très épeurant. C'est très cauchemardesque. C'est surtout gossant, le Goosebump. Là. Donc, c'est pas en lien à Goosebump, c'est son univers à lui, mais c'est pas sous l'étiquette Goosebump. Est-ce que ça lui appartient, ça, Goosebumps? Je pense que, je sais pas si ça y appartient, mais il est associé, parce qu'il avait écrit avant aussi pour des publications comme Frisson, puis il avait fait Ouais. des petites histoires ici et là. La Gardienne, qui était une de ses plus populaires quand j'étais jeune. Puis Goosebumps, je crois que c'est de sa création. Je pense que c'est de son cru, parce que c'était juste lui qui écrivait, à moins que je me trompe, sur Goosebumps. Mais il faudrait que je vérifie juste pour... Parce que avoir su, j'aurais demandé. Ouais, non, mais là, ben oui, c'est ça. S'il revient à l'émission, quand tu il viens de était demander. juste devant moi. Donc, il va signer 4 histoires et la première a été dévoilée aujourd'hui. J'en parle parce qu'on est le 1er octobre. Ouh, c'est Halloween. Donc, la première histoire, ça va s'appeler Just Beyond the Scare School. Et comme n'importe quelle bonne histoire de R.L. Stein, ça se passe
à l'école. Mais voilà. Je trouve ça quand même assez intéressant parce que, oui, c'est pas épeurant, les histoires de Goosebumps puis de Stein, mais il fait tout le temps ça dans des milieux que les enfants fréquentent ou fréquentaient à l'époque. Le terrain de jeu, l'école est souvent au centre de ces histoires. Parce que c'est l'univers des enfants. Quand tu es un enfant, tu passes une bonne partie de ta vie à la maison et à l'école, surtout à l'école. Ouais, tu fais pas grand-chose. Et l'histoire, ben, c'est un classique de Stein dans le sens où c'est une école qui partage le même lieu avec une autre dimension qui est la même école, si on veut. Puis là, il y a des enfants qui sont liés à tout ça. C'est dessiné par deux sœurs, en fait, Kelly et Nicole Matthews. Je trouve ça le fun parce qu'il y a de plus en plus d'auteurs dessinatrices qui se joignent à l'univers du comic du côté des États-Unis. Et la couverture qui est franchement quand même assez belle, créée par Julian Totino Tedesco, que je ne connaissais pas, mais la pochette est super belle. C'est bizarre qu'il en parle déjà puis qu'on dévoile le premier titre de cette série de 4 parce que ça sortira pas avant l'automne 2019. Donc, ça va prendre un certain temps. C'est l'an prochain. C'est l'an prochain, là, c'est dans 1 an pour que ça coïncide avec l'Halloween de 2019. Ouais. Mais jetez un coup d'œil si vous avez des jeunes enfants. Ça va s'appeler Just Beyond et le premier, c'est The Scare School, qui est la première histoire de R.L. Stein. Mais d'après moi, c'est pas si épeurant. Ben, c'est ça. Je pense que c'est plus pour une clientèle d'enfants de primaire, me semble. Genre 5e, 6e année, secondaire 1, mettons. Puis, tu sais, l'intérieur est bien fait. Là. Ça a une inspiration qui est fortement... c'est tiré sur l'animé, là. On s'entend. Okay. C'est pas super épeurant. C'est pas lugubre du tout. Là. Non, c'est vraiment dirigé vers des jeunes enfants, voire des jeunes adultes. Monsieur Chénier. Oui. Allons-y. Est-ce que c'est la fin pour Daredevil? Possiblement. Tu veux dire la série Netflix? Non. Le personnage dans la série? Oui. On parle de comic book ici. Tu vois, je fais du clickbait audio. Ah oui, la suite vous surprendra. Exact. C'est que Marvel... 12 signes qui annoncent la fin. Marvel a sorti une image teaser récemment de Daredevil qui est dans un champ très paradisiaque avec Karen Page à côté. Qui est décédée. Qui est décédée et qui porte le même linge que quand elle est décédée. Qui était sa copine, je pense, à l'époque, dans les comics. C'était rendu compliqué. Ouais. Elle s'est fait tuer par Bullseye. Mais c'est ça. Et là, ça annonce une série qui est La mort de Daredevil. Écrit par Charles Soule, qui fait la série et que c'est lui aussi qui avait fait La mort de Wolverine. Et là, il fait le retour de Wolverine présentement. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça, il n'y a pas tant de détails pour l'instant, mais je pense que ça va être finalisé sa run sur le titre de Daredevil. Qui fait depuis un certain temps encore. C'est depuis que Mark Waid le fait plus, je pense que c'est depuis 1 ou 2 ans, mais quand même. Puis ça va être... En tout cas, l'image est dessinée par Bill Sienkiewicz. Donc, je ne sais pas si l'intérieur va être aussi fait par lui, mais je ne sais pas non plus quand ça sort, mais bientôt. Sûrement, peut-être concorder ça avec la 3e saison de Daredevil qui va sortir sur Netflix. Là. Ça serait un bon coup de pub. Là. Peut-être. Et d'ailleurs... chez Marvel, il y a le titre Old Man Hawkeye. Et dans ce titre-là, on tease le Old Man Daredevil. Ouais. Peut-être qu'éventuellement, il y aurait ça aussi. Puis pour les gens à la maison qui ne savent pas c'est quoi le Old Man Hawkeye, ça se passe dans l'univers de Old Man Logan, qui à l'origine était une série contenue, une histoire dans un futur post-apo où est-ce que Wolverine est un des derniers super-héros qui existent. Hawkeye faisait partie du mix. Mais la plupart des autres héros étaient morts ou on ne savait pas trop ce qui était se passer avec eux autres. Donc, il y avait Hawkeye, mais peut-être qu'éventuellement, on va voir celui-là. Oui, parce que présentement, Hawkeye, il y a quelques panels avec, mettons, Old Man Bullseye, qui parle de Daredevil. Donc, il existerait dans cet univers-là. C'est rendu juste un gros centre gériatrique, tout ça, finalement. Avec un petit peu plus d'action. Une bataille pour le pudding. Fait que ça, c'était ma nouvelle bande dessinée. Mais c'est une bonne question, par exemple, qu'Étienne avait, c'est que moi, j'ai remarqué que, tu vois, en ce moment, Luke Cage, 2e saison est sortie. Jessica Jones, 2e saison est sortie. Iron Fist, 2e saison est sortie. J'ai pas écouté aucune des 3. J'ai écouté les 2 premières que tu as nommées, mais j'ai pas écouté encore Iron Fist. Je me décide pas. Il y a des gens qui m'ont dit, même si c'était poche la première, je suis d'accord avec toi que c'était de la merde. Ça vaut la peine, pareil, d'écouter la 2. Puis là, j'arrive pas à amasser l'énergie de commencer ça. Fait que, mais j'ai écouté les 2 autres, puis... Es-tu satisfait?
Pas tant que ça. Luke Cage, c'était correct. Jessica Jones, pas tant. C'était vraiment... Puis ça, Jessica Jones, j'avoue que j'ai aussi commencé avec beaucoup d'appréhension parce que moi, ce que j'avais adoré de la saison 1, c'était le méchant. Purple Man, ouais. C'était lui qui vole le show. Puis sinon, il était terrifiant, d'ailleurs. Il était effectivement terrifiant pour vrai, lui. Puis il est bien joué, puis intelligent, puis il a un pouvoir hot, mais en même temps, c'est comment il décide de l'utiliser. Puis c'était cool. Mais Jessica Jones, je m'en foutais un peu de son personnage qui est extrêmement unidimensionnel, puis très très cliché. Puis là, je me disais, s'il reste comme bien qu'elle, ça va être quoi? Puis finalement, c'est pas super. C'est toujours un peu la même chose. Elle est écœurée, puis elle boit, puis elle a un genre de death wish, puis elle se sent responsable de tout. Puis elle est forte, fait qu'elle fesse des affaires. Puis c'est tout, mais là, c'est comme tout le monde s'en fout un peu. Puis en tout cas, j'ai pas trippé sur cette saison-là. Puis là, Iron Fist, je sais pas. Toi, Simon? Moi, j'ai commencé Jessica Jones saison 2, puis j'ai comme arrêté. Moi aussi. Je suis pas retourné. Pas ben bon. Moi, je l'ai fini vraiment parce que je me suis dit, bon, je veux l'avoir faite, tant qu'à avoir commencé. Mais pour vrai, c'était... Il y a quelques bons moments, là, mais il y a beaucoup de moments où ça tourne en rond. Là, elle retrouve sa mère, là, puis là, c'était le même épisode 3 fois, on dirait. Là, Mais c'était un peu le cas dans la première saison de Jessica Jones. Au milieu de la série, il y a eu comme un creux, puis ça revient à la fin. Entre les deux, tu as l'impression, entre les deux pôles, qu'ils se sont cherchés à savoir où amener le personnage, puis comment diriger l'histoire de manière intéressante. Il y avait beaucoup de critiques par rapport à Luke Cage, mais moi, avec du recul, j'ai beaucoup aimé l'univers de Luke Cage. J'ai beaucoup aimé l'idée de ce Harlem-là, street level, un super-héros qui finalement en est pas un en même temps. C'est plus, comme un vigilante. Un gars du peuple. Un gars du peuple, un gars de la place. Je suis en train d'écouter la saison 2 c'est comment? Tranquillement. C'est bien. C'est bon. Je te dirais que ça s'écoute mieux si tu le binge-watch pas. Si tu prends ton temps. Ouais, c'est vrai. Parce que sinon, t'as l'impression que c'est long et que ça avance pas. Tandis que si tu prends ton temps, on dirait que ça passe mieux comme une série télé normale, puis tu comprends qu'il faut pas que ça soit tout le temps de l'action. Là. C'est un peu un des problèmes avec Netflix, c'est que t'as l'impression qu'il faut que tu binge-watch parce que c'est disponible. Tu sais, la théorie de la gamelle du chien, là, un chien, tu lui mets de la bouffe, il va bouffer jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus dans la gamelle. Moi, j'ai l'impression que c'est de la même manière que les gens consomment leurs séries sur Netflix. Celles qui sont disponibles d'une shot en partant. Tu sais, j'avais le goût de binge-watcher Daredevil, Jessica Jones, toutes les premières séries, je l'ai faites. On dirait que j'ai pas le même entrain, fait que je perds le focus. J'ai commencé Jessica Jones, il n'y a pas de raison qui explique que j'ai arrêté, c'est juste j'ai arrêté. Tu t'es tanné, puis, non, même pas, je me suis même pas tanné, j'ai oublié de continuer à l'écouter. C'est aussi niaiseux que ça. D'autres choses, puis là tu reviens plus après. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut que je reparte Jessica Jones, Luke Cage. C'est pas, sociologiquement parlant, c'est intéressant comme point de vue. Le fait qu'on a tout est disponible au complet, est-ce qu'on se sent obligé de toutes les écouter? Puis c'est vrai que quand tu pars sur une série, c'est rare que tu en commences un autre tant que tu n'as pas fini celle-là. Puis là, quand tu en commences un autre, tu reviens plus parce que tu n'as comme pas d'obligation. Alors que quand ça jouait à télé, ben là, il fallait pas que tu manques l'épisode du lundi. Puis tu sais, fait que tu allais l'écouter. Puis là, on n'a plus ça. On est comme trop libre. C'est trop de liberté, on ne sait pas gérer. Faudrait une dictature qui gère tout ça. Exactement. Là. On rappelle que la CAQ sera élue bientôt. C'est comme des affaires que tu peux. Que ça va mieux binge-watcher. Oui. Que certaines d'autres séries, parce qu'il y a des affaires... en tout cas, quand tu binge-watch, t'oublies plus facilement. Oui, d'une shot, t'es comme dedans, puis après, t'oublies. Tu fusionnes les épisodes. Exact. C'est plus trop, il y a plein de morceaux que tu te Parce que là, si tu donnes une pause, t'as le temps de réfléchir à ce que tu viens de voir, puis là, tu te dis, bon, ça va peut-être aller dans cette place-là, cette histoire-là va peut-être faire ça, mais finalement... Tu vois, je te l'ai dit, moi, Brooklyn Nine-Nine, je m'étape. Pour moi, c'est très dans le... Ça ressemble beaucoup à The Office. Même certains personnages, c'est pratiquement des transpositions directes de personnages de The Office, mais j'aime beaucoup le type d'humour que tu as dans Brooklyn Nine-Nine. Mais j'en ai tellement écouté, je suis rendu à la saison 4, ça fait même pas 3 semaines que j'ai commencé, que j'ai commencé à fusionner des épisodes. Il y a des trucs qui me manquent. Tout se ressemble, puis tu sais plus. Mais c'est vrai que ça fait ça. Quand, mettons, tu binge-watch une série, puis là, 1 an plus tard, la saison 2 sort, tu commences la saison 2, puis tu te rends compte que tu comprends rien parce que tu te souviens plus de la moitié de la saison 1. C'est ça. Fait que là, faut que tu te retapes. Puis là, en le retapant, c'est comme ça. Puis mais tu sais, tu l'avais plus du tout en tête. Là. Ça te laisse peu de traces. Mais je trouve que ça fait la même chose pour quand tu lis du comic book. Quand tu lis un titre à chaque mois, plutôt ou si t'attends 6 mois pour qu'il y ait un trade. Moi, quand je lis les trades, je me souviens pas ce qui s'est passé il y a 6 mois. Fait qu'il faut que je recheck l'autre trade pour me dire, OK, c'est ça qui est arrivé. Tandis que, tu sais, si tu le suis comme un par mois, on dirait que
T'es tout le temps dans ce mood-là. C'est pour ça que, tu sais, j'avais tellement trippé sur la run de Bendis, parce que je le vivais comme... Au fur et à mesure. Tranquillement. Tu sais, mais au complet, tandis que là, si Quel je run me de pogne Bendis? tout son Avengers, Ok. mettons. Ouais. Tandis que là, c'est ça, j'ai acheté le trade de Paper Girl numéro 3. Mhm. Puis là, je commençais à le lire. Puis là, je me suis dit, faut que je check l'autre d'avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, je le check. Puis là, je me rends compte, attends, je l'ai acheté le 3. Je me souvenais même pas. Ça, c'est poche. Ça fait arrive, que là, j'ai ça. 2 fois le 3. Bon. Fait que j'étais rendu au 4, puis là, j'étais... tu sais, j'ai aucune idée de ce qui se passait avec les personnages. Là, je me suis dit, bon, ben là, faut que je recommence au début, parce que... Mais pour ces séries-là qui sont un peu plus denses, comme Paper Girl ou les autres titres qui sont disponibles sur Image Comics, c'est ça qui est le fun, les gros omnibus là, qui vendent après un certain temps, ça vaut vraiment la peine. Ouais, c'est des gros volumes, ils sont pas si chers que ça. C'est une manière de passer au travers d'une manière... beaucoup plus, je sais pas, rapide ou simple, je sais pas comment le dire, mais moi, il me faut mon fixe. C'est le même problème, tu sais, Manhattan Project. À un moment donné, j'ai arrêté de les suivre même en trade, pas que j'aimais pas ça, mais j'étais perdu, puis c'est assez verbeux. Il fallait que je revienne en arrière. C'est pour ça que pour moi, ce genre de série-là, c'est des gros trades qu'il me faut. Il me faut des omnibus. Il me faut des omnibus, sinon je suis perdu. Ouais. Je sais pas si c'est l'âge là ou quoi. Je sais pas. Mais j'ai besoin d'un format qui est adapté à mes besoins, à moi. Mais c'est ça, des fois, je me dis, je devrais attendre que toute la série finisse. Ouais. Puis là, je peux les lire d'une shot, puis après, tu peux l'oublier, puis c'est c'est pas grave. Il n'y a plus de conséquences. Sauf que des fois, tu sais, si j'attends toute saga, ben, ça va prendre 10 ans avant qu'il finisse. Oui, facile, c'est ça. Puis là, je vais le lire en 2 mois. Ça va être trop long. Ouais. Mais à la défense, justement, des séries de Marvel sur Netflix, ce qui est le fun, c'est que c'est habituellement des séries qui sont plus ou moins... Qui sont pas très longues. Comparativement à une série classique à la télévision. Ouais. Une série classique à la télévision, c'est quoi, une vingtaine, une trentaine d'épisodes? Ouais, 24 épisodes. 24 épisodes. Là, on est à la moitié de ça, des fois. Ouais, c'est souvent. Ouais, mais ils réussissent à mettre des longueurs. Oui. Ouais, quand même. Mais qui paraissent plus quand tu le binge-watch. Ouais. C'est vrai. Parce que quand tu écoutes une série, par exemple, à la télévision, tu vois moins ça. D'un, tu as oublié entre la semaine passée puis maintenant, lors de ton écoute. Il y a des détails qui t'échappent. Je me souviens qu'à l'époque, là, quand tout le monde pensait que 24 c'était vraiment de shit, réécoutez ça, là, c'est pas si bon que ça, 24. Il y avait des... Tu sais, ils disaient c'est en temps réel. Ils arrêtaient pas de vendre le fait que cette série-là se passait en temps réel. Mais entre l'épisode de la semaine dernière et le nouvel épisode, il y avait des grosses ellipses. Là. Jack Bauer finit de quoi? Il tue 25 terroristes. L'épisode suivant commençait, puis il y a 25 polices qui sont là avec leurs chars et les hélicoptères. Ils jouaient quand même avec des ellipses. T'avais pas le choix. Parce que sinon, à un moment donné, ça avancerait pas. L'épisode qui dort, là. Oui, il passe aux toilettes. c'est ce qu'il fait. Il part avec son sel. Puis... Je sais pas si Jack Bauer s'est déjà dit qu'il y avait des grosses journées. Ben, sûrement. À un moment donné. Il a dû se rendre compte que c'était long. Là. Il a dû se dire qu'il va être raqué demain. Oui, c'est ça. D'ailleurs, vu qu'on est là-dessus, j'ai binge-watché American Vandals saison 2. Ah, c'est bon, je n'étais pas sûr si ça allait le faire encore. C'est comme la même chose, essentiellement. Je te dirais que c'est pas aussi bon, mais t'as plus une courbe d'appréciation. Plus ça va, plus t'aimes ça. Okay. Tandis que l'autre, la saison 1, l'affaire qui marchait vraiment fort, c'est que le personnage principal, il était le fun à voir. Ouais. Il était épais, mais il était attachant. Ouais. Là, dans celui-là, le personnage principal il est plus complexe. Un personnage quand même intéressant, mais ça prend du temps avant comme que t'embarques. Ouais. Puis, dans la saison 1, les deux gars qui font le documentaire, ou le faux documentaire en tout cas, t'étais attaché à eux, puis parallèlement à l'histoire qui suivait, t'avais une évolution d'eux, tu sais. Tu suivais aussi comme ce qui se passait avec eux autres. Relation. Là, dans la 2, ils sont plus effacés. Est-ce que c'est les mêmes personnages? Oui, c'est les deux mêmes, mais ils sont là, mais il n'y a pas vraiment de développement de leur personnage. Ouais. Mais c'était quand même le fun. C'était juste que c'était moins drôle et moins attachant. Moi, c'est drôle parce que à chaque fois que j'entends parler d'American Vandal, qui est une série que je n'ai pas écoutée encore, je pense juste que les avocats, les procureurs de l'État, quand ils vont se retrouver avec la cause de Making a Murderer, vont donner cet exemple-là. Regardez, c'est le montage qui fait tout passer. Tu sais. Voilà. Est-ce que tu veux que j'y aille pour une nouvelle ou on commence pour... tu peux faire une nouvelle. Après, Étienne pourra faire son deuxième partie. Deuxième partie, d'accord. C'est mon super jeu. Yes. Là, je sais pas pour vous, mais moi, je suis vraiment excité par le prochain Halloween qui va sortir comme une semaine après notre spécial de Noël du 20 octobre prochain. Donc le 26... Donc le 27? Non, il sort le 26, je crois. Il sort le vendredi. 6 jours après. Je pensais qu'il sortait la semaine d'avant.
La semaine d'avant? Bon, En tout cas, il sort à la fin Chose octobre. qui est sûre, c'est que le 20 octobre, c'est votre spécial. Exactement. Ah oui, c'est vrai. Okay, ça change. Ça a l'air qu'il y a une page Facebook, un event Facebook qui a été créé pour ça. Ah, oui, je peux tout de suite spoiler, mon costume ne sera pas Serge Turgeon. Finalement? Dans Terre humaine. Finalement. Moi, je l'ai reçu par la... Parce que t'as la barbe, je sais. t'as la carrure, ça aurait été parfait, mais personne n'avait su. J'ai pas son parler, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai reçu mon costume tantôt. Ah ouais? Ouais, par Amazon. Fait que, je suis prêt pour le spécial. C'est-tu un dinosaure gonflable? Non. Okay. Non, je pourrais pas. J'ai trop peur que ça pète puis que je finis par mourir dedans. Oui, c'est très courant. Oui, je suis sûr. Tous les vrais dinosaures sont morts comme ça, en fait. Oui, quand leurs costumes ont éclaté. Et voilà. C'est ça. Mais j'ai vraiment hâte à Halloween. Puis ça semble être on m'a décrit le film comme étant le Force Awakens de Halloween, dans le sens où c'est une suite, mais en même temps on fait hommage au premier. Ouais. Donc on est vraiment dans cette zone-là. Puis John Carpenter est revenu à titre de producteur exécutif, donc gars qui ramasse du cash puis de temps en temps dit son opinion, mais il a aussi signé la bande originale, qui est vraiment franchement bonne. Il y a plein d'extraits qui sont sortis, qui sont disponibles sur YouTube si ça vous intéresse. Et bon, j'ai la maudite franchise au complet en Blu-ray, fait que c'est clair que je vais aller me garrocher quand le film va sortir en salle. Et là, on passe tout le monde qui ont participé de près ou de loin à cette franchise-là, comme le film sort. Et t'as Entertainment Weekly qui s'est entretenu avec John Carpenter, qui, je rappelle, ne réalise pas le prochain Halloween, mais qui a réalisé le premier dans les années 70. Ouais. Et il faut dire que ça fait 10 ans que John Carpenter ne fait plus de films. On vous rappelle, il a fait quand même Halloween, The Thing, The Fog... quoi d'autre? Starman, Big Trouble in Little China. Tu sais, il en a fait du stock, John Carpenter. Prince of Darkness. They Live, celui dont tu as parlé la semaine passée. Into the Mouth of Madness. In the Mouth of Madness. Quelque chose de genre. C'est un excellent réalisateur. Ses derniers films étaient plus ou moins bons, mais bon. Ouais, genre The Ward, ou je sais pas trop. Là. Ouais, The Ward, puis il avait fait aussi Ghost from Mars, là, qui était... Ah ouais, avec Ice Cube. Oui, on se souvient. Parce que quand je pense à John Carpenter, je pense à... Ice Cube. Mais dans le fond, en plus, ce film-là, c'est comme un remake de son autre film, Assault on Precinct 13. Oui, sauf que t'es sur Mars. C'est ça. c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Puis donc, ça fait 10 ans qu'il n'a pas fait de film. Il a souvent déclaré qu'il avait pris sa retraite. John Carpenter, il est rendu dans la 70aine d'années. Il aime jouer de la musique avec son fils. Il aime jouer à des jeux vidéo. Il a déjà participé d'ailleurs à la composition de bandes originales pour des jeux vidéo. Puis il avoue, là, il aime ça être effoiré sur son divan, jouer à des jeux vidéo. Il a eu une belle carrière. Une très belle carrière. Il peut arrêter. Hein. Il pourrait arrêter, mais tu vois, dans Entertainment Weekly, il a souligné le fait que, en fait, il veut réaliser un autre film. Mais il veut choisir son projet. Là, je paraphrase ce qu'il dit. C'est je veux mettre mes limites. Je suis dans la 70aine d'années. Ce sera pas un remake, ce sera pas une suite de The Thing. Il fait ben trop frette pour faire une suite de The Thing. Faut qu'il fasse chaud, faut que ça soit que ça finisse tôt. Il dit pourquoi pas mélanger vacances et travail. Il a toujours voulu faire un film en Europe. Venise l'intéresse. Il pourrait faire un film là-bas. Donc tu vois qu'il y a une idée, mais que ça va dépendre de ses intérêts et ce qui est disponible. Offrez-lui un film, Caroline. Offrez-lui un voyage à Venise à M. Carpenter. Je veux voir un film de John Carpenter. Donc, c'est juste pour dire que... puis il souligne encore que son intérêt premier en ce moment, c'est faire de la musique, jouer à des jeux vidéo et le baseball. Donc, s'il peut comme joindre tout ça ensemble... Dans un même film. Ça serait malade. À Venise. À Venise. Un jeu vidéo de baseball sur une gondole. Oui. Puis tu mets un peu d'H.P. Lovecraft là-dedans, puis t'es en business. Et voilà. Donc, peut-être éventuellement un film de John Carpenter... ouais, c'est ça. À quand le duo Carpenter et R.L. Stein? Ça serait vraiment trop terrifiant. À Venise. Pour les gens qui ne comprennent pas les référents, allez écouter les 2 derniers épisodes de Décideret. Vous allez comprendre. Ouais. T'as la suite de ton quiz, Monsieur Forêt? Ouais. En fait, c'est pas tant... Le but, c'est pas que vous les trouviez tellement. C'est plutôt juste de prouver comment qu'on connaît plein de tunes qu'on sait pas. Oui. C'est ça, en fait, l'affaire. Donc, c'est l'influence de la culture populaire. Ben, exactement. Alors, par exemple, si je vous dis « Ainsi parlait Zarathustra ». Je sais que c'est un film et... Non, c'est pas un film, c'est le livre de... Un livre, ouais. Oui, c'est ça. De Nietzsche. De Nietzsche. Non, ça, c'est l'amour de Zarathustra. Parler pour parler. Zarathustra avec un grand Z. Ça, j'aurais écouté. C'est fucking dark, man. Fait que, mais oui, mais c'est une tune que vous connaissez. Je joue pas fort en ce moment, mais voilà. Ça en vient. Ah, ben oui, ben là. Ah, tu l'as mentionné tout à l'heure. Tantôt. C'est ça. Ça commence par une vibration. Tu vas l'entendre bientôt. Je veux te regarder. Ah, ok. Bon. Ouais. Et voilà. C'est le moment où est-ce que tout le monde a juste ça. Tout simplement. Fait que ouais, j'ai l'impression que je m'endors.
Oui, c'est ça, c'est la musique. Moi, on c'est s'endort. ce que j'écoute quand je fais de l'insomnie. Pour vrai, moi, Ben, ça pas la toune, mais le film. Ok, parce que ça me terrifie, moi, cette tune. Ouais, non, le film, c'est un bon film pour dormir. Mm. Après ça, le Galop infernal de Offenbach. Et là, je ne parle pas, bien sûr, de Pierre Harel, mais bien de... Christophe. le musicien classique. Il y a classique et classique. L'homme que je suis. C'est pas celle-là. Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas harmonium, ça. Non, c'était. Ah, parce que c'est la première que je ne vais pas reconnaître. Fait que là, ben c'est ça. Le début, on le connaît pas. Mais si je l'avance à 1 minute 10, là, ça va plus vous dire de quoi. Ah oui, ok, ouais. Voilà. Tune qui joue quand on fait du ménage. mettons. Mettons, Dans les parents reviennent, puis les enfants des années 80 doivent nettoyer la maison. le plus vite possible. J'ai l'impression que toutes ces tunes-là ont joué dans les Looney Tunes. Oui. Ouais, probablement, oui. Il y en avait beaucoup de tunes classiques. Quelques séquences peut-être de films de John Hughes aussi. Là, t'sais. Ouais, c'est vrai, ça marche. Après ça, la valse sur les vagues de Juventino Rosas. Ça. Ça commence encore smooth et énigmatique. Et c'est à 50 secondes du début qu'on reconnaît un air bien classique. Ah, oui. Voilà. Je suis comme déçu, j'ai envie de tomber sur une pièce que je reconnais pas. Sûrement, tu vas toutes les reconnaître, mais j'ai un peu choisi celles que j'ai l'impression qui sont très connues. Dans les concerts collectifs. Et voilà. Fait que ça, c'est comme la valse typique qu'on entend tout le temps. Hein? Quand tu vois un party chiant dans l'époque victorienne de cette tonne-là. Exactement. Là, dans une annonce, il y a beaucoup de monde qui tourne. Là. Puis là, finalement, c'est, mettons... Acheter du Schweppes. c'est ça. Ou des Ferrero Rocher. là. Ouais, c'est sûrement des Ferrero Rocher. Une toune qui spécifiquement va vous dire de quoi parce que ça a été entendu dans un film. Et même, j'ajouterais un film québécois. Si je vous dis... On va arrêter celle-là. Parce que Oui, s'il vous plaît, merci. ça devient infernal. Si je vous dis la Radetzky March de Strauss, donc sans doute que ça ne vous dit rien, mais si on la fait jouer, il faut juste que je retrouve un instant. Où est-elle dans ma liste? Ça va vous dire de quoi parce qu'effectivement... Pardon, je remets du début. On va voir si vous la spottez. C'est dans une production humoristique québécoise de 90. Oh, Simon. Ding et dong. Ding et dong! Ouais! Quand ils font la cascade, puis que là, ils foncent des majorettes, Oui, ok. c'est cette toune-là que les majorettes jouent. Puis après ça, ils fredonnent tout le long en fonçant dans le monde. Ils sont en char? Ils sont en char, Ouais. ouais, puis ils ont mal compris les instructions, ils ont tourné à gauche au lieu d'à droite. Puis là, ils essaient de suivre les instructions que le gars leur a données, mais ça marche plus parce qu'ils sont pas du tout à la bonne place. Puis là, c'est supposé d'être boom poteau. Puis là, finalement, ils disent, d'après moi, ça doit être boom majorette. Puis là, ils rentrent dans la parade. À quand un mode de Grand Theft Auto de Ding et Dong? Je pense qu'on serait dû. Le film est excellent. Oui. Ouais, On pour l'a vrai. écouté récemment. Là. Ah, j'ai dû écouter ce film-là 40 fois. Là. C'est un des grands classiques. Que Ils j'ai- l'ont relu il y a 2 ans au Rendez-vous Québec Cinéma. Ouais, ben, il y a eu, tu sais, il n'y a pas si longtemps. C'était en 90, c'est ça? C'est semble ça? que ouais. Puis, c'est comme ça, quand ça a fait 25 ans, là, c'était comme, oh, OK, on est rendu vieux. Ouais. Et on se rend compte à quel point qu'on s'en souvient quand même très bien. Après ça, pour y aller dans le stéréotype, la Donna è mobile de Giuseppe Verdi. Donc, ça, c'est vraiment typique de, mettons, une pub de resto italien. Oui. Oui, c'est ça. Si tu prépares des pâtes puis tu râpes du parmesan, c'est cette toune-là, tu coupes tes tomates. Mais oui, mais il faut un pan du point d'impact du cheddar sur Ouais, le exact. spaghetti. Là, Qui rebondit un petit peu, là. au ralenti, c'est ça? Oui. Et voilà. Avec des piments pleins, là, pas coupés autour, là, de la Ouais. salade. C'est comme, pourquoi c'est là? La meilleure pizza en ville, c'est ici. Ouais, finalement, c'est ça, c'est toujours un restaurant genre Giorgio là, que tu veux pas aller manger finalement. Voilà, restons dans les stéréotypes, mais changeons de pays. La danse du chapeau. C'est le nom officiel de cette tune-là. The
beat de Pringles. Ah oui. Ok, ouais, voilà. La toune du Mexique. ouais. Que tout le monde est capable de fredonner, mais personne ne sait c'est quoi. Oui. Je l'ai déjà cherché je voulais la mettre dans un montage vidéo. J'étais là, je voudrais que je mette la toune du Mexique, mais je savais pas quoi chercher. Oui, t'sais. qu'est-ce que tu tapes dans ce temps-là? Fait que là, je marquais genre Mexican Music Stereotype. J'en écoutais plein, puis à un moment donné, c'est ça, c'est celle-là. Voilà. Fait que c'est très mexicain. Semblerait. Au Mexique, là, ça joue tout le temps. Oui, c'est parti de 6 à 6 depuis 30 ans. C'est 6 mexicain. C'est ça. Say. Ensuite, Streets of Cairo, qui s'appelle aussi Poor Little Country Maid. OK. Ça, c'est le stéréotype égyptien. Ah ben ouais. Ça. Voilà. Fait que si tu charmes un serpent, il sort d'un panier. Ouais, juste quand t'as la carte et tu vois les pointillés qui t'amènent de ton point de départ vers l'Égypte, cette toune-là va jouer. C'est vrai. Ceux qui sont allés en Égypte l'ont déjà vécu, là, le bout que tu regardes ta carte. Ouais, c'est ça. Non, mais je t'as le parle tracé qui apparaît. un film ou un cartoon, bien sûr. Ouais, c'est ça. Ensuite, je vais y aller avec Raymond Scott, qui a fait Powerhouse. C'est pas tellement du classique, là, celle-là, mais c'est quand même de l'instrumental. Ça aussi, c'est une tune que j'ai longtemps cherché, parce que je voulais cette tune-là, mais je savais pas comment ça s'appelait, C'est quoi le titre? Hein? comment la trouver, puis comment la décrire. Si on la part au début, le bout de connu n'est pas au début. C'est comme plus ou moins, mais si on l'avance un peu, à 1 minute 15 du début, là, c'est là que vous allez reconnaître quelque chose. Tu tapes les pieds? Tu tapes où là-bas? Je pense que c'est Pérus. Oui, le Gypsy Coin. Ah oui. Ouais. Écoute, pendant que tu parlais de tunes dont tu connaissais pas les titres, je pensais à celle-là parce que moi, c'est la tune que j'associe au courvoyeur. Exact, Les aux pièces- chaînes de montage. Chaîne de montage. Ça, dans une usine. C'est quoi le titre que je le souligne? Que je le prends? Powerhouse. Powerhouse. De Raymond Scott. Hey boy. Ça m'a pris vraiment du temps à trouver parce que c'est dur de faire une recherche en disant, tu sais, la toune quand il y a des convoyeurs. Tu cherches ça sur Google, tu le trouves pas. Au-dessus de la pointe. Exact, la pointe de convoyeur. C'est sûr que ça existe. Sûrement. Et je vais conclure avec Francisco Tárrega, qui a fait la Grande Valse. Grande Valse, en fait. Puis ça, il faut être attentif. Il y a un petit moment qui dure 3 secondes qu'on connaît, qui est proche du début. OK. Vous allez le reconnaître, peut-être. Ça s'en vient. À partir de là, Ah, ben oui. c'est la sonnerie des Nokia. Ah, si j'ai jamais remarqué, j'ai pas. Alors voilà, c'est de là que ça vient. Ben, merci, Monsieur Forêt. Ça fait plaisir. Connais-tu l'origine du petit oiseau là, sur les Android? Là? Ouais, non, je sais pas. Ok, Sur c'est ça, c'est peut-être juste un son inventé pour ça, mais Oui. on pourrait fouiller, des fois ça vient de quelque part. bon. Peut-être. Mais je sais pas, c'est lui qui a inventé ça, mérite de se faire prendre par les couilles parce que c'est épouvantable. J'exagère, bien sûr. Monsieur Simon. Ben, je vais continuer à vous parler des films que j'ai regardés, des films d'horreur que j'ai regardés dans la dernière semaine. Le premier que je vais vous parler, et c'est un gros morceau que j'ai attendu vraiment longtemps avant de regarder. C'est A Nightmare on Elm Street, le premier Le classique. Freddy de 84. Les Griffes de la nuit. Tu l'avais-tu déjà vu avant? Non, c'est ça. Ok, c'est la première fois. C'est la première fois que je me lance dans les Freddy cette année. Puis, il y avait beaucoup d'attentes, je pense. Puis, je trouvais ça correct. Ouais. Là, je pense que je vais choquer plusieurs personnes parce que c'est quand même un gros classique de l'horreur. Ouais. Mais j'ai trouvé ça correct. Mais c'est parce que je pense que tu sais, des films de ces années-là, quand tu les as connus, mettons, adolescents, Ouais. ça t'amène une grosse valeur de nostalgie qui te permet d'être biaisé. L'impact est aussi sûrement plus fort quand t'es plus jeune parce que je les ai écoutés moi aussi pour la première fois. Ben ouais. Et moi j'ai eu du fun, mais c'est vrai que Freddy est pas hyper épeurant. Le 3/4 du temps, quand il réussit à atteindre sa victime, il tombe puis ils font des roulades. Je veux dire, moi, Jason faisait pas ça, puis Non. Michael Myers fait pas des roulades. Il tue. Mais voilà. Il stumble beaucoup, Freddy, dans ses films. Ouais, puis c'est ça. Puis, tu sais, avec ce que je connaissais de Freddy, je m'attendais à ce qu'il soit plus
cinglant ou se moquer plus de ses victimes ou être plus méchant dans les rêves, mettons. Ben, pas qu'il est pas méchant, là, il tue quand même des enfants, là, mais on dirait qu'il y avait une attente qui soit plus, le cartoon qui tue du monde. Ouais. Là, tu le sens créatif. pas vraiment, mais parce que c'est le premier film aussi. Ouais. Il est quand même, je trouvais qu'il était assez inventif pour l'époque. On parle de 84, la sortie du premier film. Puis oui, il y a des effets spéciaux qui ont très mal vieilli. Et moi, ça... Ses bras... Ses bras longs. Là. Mais en même temps, c'est creepy, fait que ça marchait. Ça fonctionne super bien. Une séquence où les bras sont hyper longs puis ils bloquent le chemin à une fille qui est poignée dans une ruelle. Il y a une séquence aussi qui est vraiment magique où la même fille essaie de monter des marches et chacune des marches s'enfonce dans une espèce de giblotte qui a l'air du marshmallow comme en pâte, si tu veux. Mais la shot de côté des marches, tu vois exactement où le tapis est pas pareil qu'ailleurs. C'en est vraiment ridicule, mais c'est le fun. J'ai trouvé ça drôle. J'ai eu du fun. Mais il y a quelque chose qui arrive au début, c'est quand la première fois qu'elle rêve, à un moment donné, elle court, puis elle court un peu sur place. Puis je me suis dit, c'est cool, ça représente bien comme quand tu essaies de courir dans un rêve. C'est un classique. Soit tu vas comme vraiment lentement ou tu n'arrives pas à faire ce que tu veux faire. Mais je pense l'affaire qui va rester avec moi pour ce film-là, c'est la mère avec ses bouteilles de gin un peu partout dans l'appart. Oui, à un moment donné, on l'écoutait, puis elle était dans le lit, puis elle parlait à sa fille, puis là, elle sort une bouteille de gin de son lit. Puis on était comme... Elle dort avec ça tout le temps. C'est ça. Fait que... c'est ça. Puis j'étais pas... La fin, je trouvais ça comme un peu... La fin est conne. Ouais, c'était comme pas clair. Mais la fin du 2 aussi est aussi très conne. Ben c'est ça, parce que j'ai écouté le 2 aussi. Moi aussi. Le 2 qui est... moi, je l'ai pas vu, le 2, mais apparemment que c'est très, très homo-érotique. Oui, quand même. Une grosse métaphore sur Ouais. Freddy qui est dans le fond la découverte de ton orientation homosexuelle. Ouais, si on Que veut. tu refoules. Mais il y a aussi... l'auteur, c'était ça qu'il voulait faire. Ben, c'est en tout cas... Mais le réalisateur le savait pas. Ou il a pas catché son propre... Le scénario qui l'adaptait. Fait que c'est un peu weird. Mais moi, j'ai pas aimé le 2 parce que ça prenait fuck all en compte les règles du premier. Ouais, ça m'a gossé. Là, c'était Freddy qui pouvait merger avec quelqu'un dans la réalité, puis là, il sort... Je sais pas, c'était... Il passait par le corps du jeune pour essayer de revenir à la vie, ou c'est pas très clair. Là, il respecte pas du tout ce qui s'est passé dans le premier film. Là. Non, puis il est pas mal absent aussi. À un moment donné, t'es comme, c'est pas supposé être un Freddy, ce film-là? C'est exactement ce que je me suis dit. Je l'ai écouté hier soir. C'est ça que j'ai dit à Simon tantôt, c'est que je l'ai écouté avant d'aller me coucher. Chose que j'aurais jamais faite quand j'étais jeune. Moi, les Freddy, je les ai pas écoutés avant l'âge que j'ai là. Ça me foutait la chienne. Mais j'ai écouté avant d'aller me coucher. J'étais pas du tout apeuré. Le côté fromagé du film aide beaucoup à passer au travers. Mais sinon, Freddy il est pas là le 3/4 du temps. C'est le jeune, le kid qui découvre Freddy / son homosexualité dans le film. La meilleure scène, c'est quand il danse dans sa chambre. Ouais. Oui, c'est très... il est en bobette, je pense, là, puis il met ses posters. Je sais pas trop. Là, c'était comme le fun, mais... Est-ce que c'est des party posters? Les posters party, non, c'était pas ça. Mais par exemple, j'ai hâte au 3 parce que souvent on dit que c'est un des meilleurs, mais j'aime le concept aussi. Plusieurs jeunes qui se mettent ensemble pour combattre Freddy dans l'univers des rêves. C'est ça, les Dream Warriors. Ouais, j'ai bien hâte. Ouais, c'est toi. T'avais-tu acheté le coffret l'année passée? Ou... non, plus au début de l'année. Okay. Après que j'ai écouté les Jason avec Jake puis d'autres, je me suis dit je vais l'acheter puis après on va finir en écoutant Freddy vs Jason. Est-ce que tu vas essayer de te taper les Halloween avant la sortie du prochain film? Non, mais je les ai écoutés il y a l'Halloween passé. Oui, ok, que j'avais le coffret. Moi, j'ai jamais vu aucun des Halloween. Pour vrai, aucun? Il faudrait que je les écoute. Tu pourrais écouter au moins le premier. Ouais, le premier. Le deuxième aussi est le fun. C'était pour les réécouter sous peu, là, tu me diras. J'irai checker ça avec toi. Ben ouais, ça serait le fun un dimanche après-midi ou un affaire de même. C'est le genre de film que t'écoutes pas ça un samedi. Gaspille pas ton samedi à écouter des Halloween. Pas que c'est pas bon. Non. Sinon, dans un autre ordre d'idée, j'ai écouté le film Carmina. Ah oui. C'est classique de l'horreur. Oui. C'est terrifiant. Oui, c'est très terrifiant. Très terrifiant. C'était pas très bon. Non, ça a mal vieilli. C'était quand même pas mauvais à l'époque, moi, je pense, souvenir. Pour moi, à l'époque, je l'avais regardé
me semble pas au complet. Puis mon idée que je me faisais, c'est que c'était à l'aide des jokes poches puis du monde qui gueule tout le temps. On a beaucoup d'auditeurs français. Tu peux-tu le rappeler un peu, c'est quoi? Carmina, c'est un film de vampire fait au Québec. Très comédie. Humoristique. Là. Ouais, plus comédie qu'horreur. Bien. Ouais. Vraiment plus comédie. Il n'y a pas d'horreur, en fait, vraiment. Non, à c'est part ça. que c'est des vampires, C'est mais ça. c'est pas fait pour faire peur. Mais c'était pas... Non, j'ai pas tant aimé ça. J'aurais aimé ça. C'est ça qui est plate, c'est que j'aurais aimé ça. Aimer ça. Mais c'est pas arrivé. Il y a eu un 2 de ça. Oui. Il y a eu un 2 qui était vraiment encore moins bon. Mais je me souviens que le premier, moi, je m'attendais à ce que ça soit pourri Mhm. à l'époque quand je l'ai vu au moment où c'est sorti. Puis je m'étais dit, c'est pas pire finalement. Ok. C'était pas grandiose. Là. Mais là, Ouais. j'imagine avec le recul en plus, ça n'a pas dû super bien vieillir. Non, là. Ce c'est genre ça. d'humour-là, c'est très. C'est un peu mon oncle. Ouais. Mais... Écrit par Yves Pépeltier, je pense. oui. Ouais. Qui joue dedans aussi. Mais je dois avouer que la performance de Gilda Roy était excellente. Ouais. C'est lui qui sauve le film, je trouve. OK. Robert Mais il est bon dans Brouillette. tout. C'est un petit trésor national. On Gilda Roy. voit pas la graine à Robert Brouillette. Oui, dans on voit la celle-là, c'est dans graine celle-là, hein? de What? Robert Brouillette. Ouais. Ah, terrifiant tout ça. Ça, c'est Ouais. très terrifiant. Robert Brouillette, qui dans le film est dans un band avec Mario Saint-Amand, Ah oui, qui c'est vrai. jouait Jerry dans Ben le oui. film Jerry Boulet. En fait, qui est la réincarnation de Jerry? Ben oui, clairement. Qui est un film aussi très terrifiant, si vous l'avez pas vu. Ouais. Et j'ai aussi regardé pour la première fois Day of the Dead, le troisième de la trilogie des Dead. Avec de Bob, George le Romero. zombie. Avec Bob, ouais. C'était le fun. Mon préféré reste Dawn of the Dead. Ouais. Je trouve que c'est un meilleur film avec des meilleurs personnages. Mm. Mais c'est quand même intéressant. Puis je dois dire que le méchant des humains, joué par Joe Pilato, est vraiment, vraiment cool. Il se donne dans son rôle, là, il est haïssable, là. Tu veux qu'il meure, et quand il meurt, ça fait vraiment Ça du fait- bien. ouais, ouais. C'est une des meilleures morts, là. C'est celui qui se fait comme vraiment tout séparer les tripes en même temps qu'il se fait tirer dessus par un zombie avec un gun. C'est quand même cool. Wow. Fait que non, mais c'est le fun, puis c'est vraiment... C'est un exercice de style, mettons, parce que c'est vraiment comme un genre de huis clos avec des personnages qui saillissent tout le long. Est-ce que tu as l'intention d'écouter plein d'autres films d'Halloween d'ici la fin du mois? Oui, je vais continuer ce trend-là. Je l'ai commencé un autre hier, mais je me suis endormi dessus. C'est Jill l'Éventreur, un film avec Dolph Lundgren. Ah. Mais finalement, c'est pas tant horreur. C'est plus un trailer de Dolph Lundgren qui enquête sur des meurtres qui se passent dans le monde du BDSM. En parlant de Dolph Lundgren, t'as vu la bande-annonce du prochain Creed? Ben oui. Moi, là, je m'excuse. Moi, j'ai beaucoup aimé le premier. Oui. C'est un Rocky qui n'est pas un Rocky, on s'entend. Mhm. Puis la performance de Stallone dans ce film-là est exceptionnelle. Ouais. On voit que son personnage n'est pas décédé parce qu'on le voit dans Mhm. celui-ci. Mais il y a une place où ils vont utiliser les notes de la chanson thème de Rocky. Là. Ouais. Puis moi, ça m'a donné des frissons dans le trailer. Ouais. Parce mais il faut même dans Rocky Balboa, il joue pas trop sa nostalgie. Juste un petit peu de temps en temps, il t'en donne. Ouais. Ça fait tout le temps ça fait du bien. Là. J'ai vraiment hâte de voir ce film-là. Ouais, moi, avec Rocky, là, des derniers films, là, genre Rocky Balboa et Creed, là, juste voir Rocky arriver, j'ai déjà le moton. Fait que ça va sûrement arriver. On va sûrement le voir mourir éventuellement à l'écran. Probablement. D'après moi, il va tuer ce personnage-là. Comme Mickey dans le Rocky 3. C'est vrai? Mm. Ouais, Mickey qu'on a vu Parce lors de la que poussière. le personnage de Stallone devient pas mal Mickey. Oui, c'est Ouais. vrai qu'il commence à y ressembler aussi. Ouais, c'est-à-dire. ouais. OK. Moi, j'ai une petite nouvelle concernant Guillermo del Toro. On parle souvent de Guillermo del Toro à l'émission. C'est un scénariste, un producteur et un réalisateur de renom qui a gagné d'ailleurs le score. Il a remporté le score du meilleur film pour The Shape of Water aux oui, derniers c'est vrai. Oscars. Et de temps en temps, on le voit aussi... comment on pourrait dire, mettre à l'épreuve ses qualités en tant qu'acteur. Il a joué dans un épisode de It's Always Sunny in Philadelphia, une série que moi j'écoute pas, mais que Simon connaît bien. Ouais. Il a joué le personnage de Papy McParley, c'est qui Ouais, tu disais? c'est dans une famille de un peu consanguin, là. Mais c'est vraiment un personnage... moi, j'avais pas catché que c'était lui. Là. OK. Fait qu'on le voit Il est comme... modifié, il met Ouais, des on prothèses. le voit comme le temps d'une réplique, je pense. Là. En tout cas, vous allez le reconnaître dans une série d'animation qui joue sur la chaîne Disney Junior. Ça s'appelle Mickey and the Roadstar Racers. Donc, c'est une série, ça se passe avec Mickey, Goofy, Donald, et Minnie et compagnie. Là. C'est
Ça se passe tout autour de l'idée de la course. Là. Puis en animation de synthèse, c'est pas hyper beau. Là. C'est très, très simple là, comme effet. Mais vous allez reconnaître Guillermo del Toro parce qu'il va prêter la voix à un des personnages, un nouveau personnage qui s'appelle Mr. Talbot, le temps d'un épisode. Et le personnage est basé sur la physionomie de Guillermo del Toro. Quand je l'ai montré à Simon tantôt avant l'émission, il l'a reconnu tout de suite. Et donc, il joue le partenaire d'affaires de l'oncle de Goofy. Et l'oncle de Goofy est un explorateur qui a disparu au Pérou. Et juste avant de disparaître, il a donné un vidéo à son partenaire d'affaires dans laquelle il dit « Ah, si je suis pour disparaître un jour, ben mon manoir revient à mon neveu, Goofy. » Et là, Goofy va seulement se rendre là, puis ça va être une espèce d'épisode à la Flintstone puis Scooby-Doo, là, où finalement c'est M. Talbot, le méchant. Là. Mais en plus de la physionomie, c'est qu'il est vraiment bon en tant que voice actor. Là, quand tu vois dans la petite séquence qu'ils ont diffusée sur Internet, là, il est excellent. Il est terrifiant. Puis il y a son petit accent aussi qui vient ponctuer tout ça. Donc ça va être disponible éventuellement dans un épisode de Mickey and the Roadstar Racers pour Guillermo del Toro. Ça, là, je vais peut-être l'écouter juste pour le fun. Ouais, je comprends. Toi, t'as un petit truc en dernier, Simon, que tu voulais... voulez-vous que je vous fasse les Blu-ray de la semaine? Ben ouais, allons-y. OK. Parce que pendant qu'il y a encore des semaines, ça finit. Là, les semaines aujourd'hui. Ça, il n'y en aura plus. Non, c'est ça. Ça s'appelle que la CAQ. Oui, c'est ça. Ils vont pas lire les semaines. C'est ça. Mais oui, ça va coûter moins cher. Le premier, je vais vous parler, en fait, c'est un 2 pour 1. C'est 2 films sur le même disque. Un film qui s'appelle Nightwing, un film de 79 qui, en français, s'appelle Morsure. C'est réalisé par Arthur Hiller, qui a réalisé Love Story. La télésérie Non, le film. Ah. Le film que nos parents ou grands-parents écoutaient à TVA parce quand on était jeunes et qu'on trouvait ça plate. C'est une colonie de chauves-souris vampires qui terrorise une petite communauté de Native American au Nouveau-Mexique. C'est un peu standard, genre, tu sais, des chauves-souris qui terrorisent du monde, mais il y a un petit aspect supernaturel qui arrive vers la fin du film. Oh, oui, nice. Okay. C'est ça. J'ai regardé... c'est drôle, j'essaie de trouver le trailer, puis je suis tombé sur l'épisode de... Ebert and... Roger and Ebert? Roger... Siskel and Ebert. Et les deux ont dit que c'était mauvais. Ah bon. Two thumbs down. C'est ça. Bon. Sinon, l'autre film qu'il y a sur le même disque, c'est Shadow of the Hawk, un film de 1976, qui est un film canadien, réalisé par George McCowan, qui a fait, entre autres, le film Frogs, sur des grenouilles tueuses. Des grenouilles tueuses? Ouais. Comment ça tue des grenouilles? Ils peuvent être empoisonnés. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, j'ai un Google Translate. C'est le petit-fils occidentalisé d'un chaman retourne dans le désert pour en apprendre davantage sur son héritage amérindien. Quand il rencontre des puissants esprits malins, il demande l'aide à son amant et d'un chef local pour arrêter les esprits. Eh bien. C'est des gens qui se font attaquer par un esprit qui est représenté par un gars dans un costume beige avec un masque beige. Il y a aussi un combat contre un ours puis un serpent qui pogne en feu à un moment donné. Bon. C'est très canadien tout ça. Tout ça très canadien. Fait que c'est ça si vous filez pour ça. Des ours, des serpents, du beige. C'est vrai que c'est canadien. Il manque juste du Tim Hortons là-dedans puis on est en business. Ouais, mais ça... ça me tente, Tim Hortons. Ah oui. Ils vont sûrement sortir les beignes thématiques Halloween bientôt. Là. Oui, c'est la même style d'affaires, mais c'est orange. Ouais. D'ailleurs, je suis allé hier acheter des céréales thématiques Halloween. Ah oui, c'est quoi les céréales thématiques de... C'est la même style d'affaires, mais ça orange. C'est ça. Je pense que c'était des céréales Reese en forme de chauve-souris. Et une autre affaire que j'ai pas compris, c'était quoi? Mais c'est des guimauves et des fantômes. C'est le cas beaucoup des céréales et des chips qui ont des formes thématiques. Là, c'est souvent laid. Oui, mais c'est tellement tu sais pas fun. ce que c'est. Ça a juste une forme weird. Puis là... On s'est retrouvé dans un party en fin de semaine où on a essayé encore une fois de refaire le squelette de fromage blanc des, je pense, c'est quoi? C'est Cheetos. Des Cheetos. J'ai vu qu'aux États-Unis, il y avait la version Flaming Hot. Ah ouais. Des Cheetos. Donc, c'est les squelettes, mais rouges. Wow. Peut-être que Jean-François Provençal va nous acheter un sac et nous l'envoyer. Ça serait malade. Ça serait fou. Le dernier film que je vais vous parler, c'est Maximum Impact. Titre très de base. Ah oui. Un film direct en Blu-ray qui est sorti cette année.
C'est réalisé par le gars qui a fait Doom et Romeo Must Die. Ah, wow. Mais c'est aussi... L'excellent film de Doom. Ouais. Mais il a quand même été le directeur photo sur Un prince à New York. Cool. Mais là, c'est un film avec un certain Alexandre Nevsky. C'est le chanteur. Oui, c'est lui. Oh. Ouais, il signe la bande originale, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Il fait des papa. Mais non, c'est un Russe, en fait, qui a le même nom. Il y a aussi des standards des films directs en vidéo. Dans les acteurs, il y a Danny Trejo, Tom Arnold, Tom Arnold. ouais, il y a William Baldwin, il y a Eric Roberts, il y a aussi Bailing. Pour ceux qui le savent, vous savez exactement de qui je parle. Je sais même pas mais c'est ça. Il y a Kelly Hu. Ça a l'air d'une joke. Mais elle, c'est celle qui jouait Lady Deathstrike dans X-Men 2 ou X2, X-Men United. Il y a aussi Marc de Cascos, un expert en arts martiaux qui a fait beaucoup de films, dont Double Dragon. Oui. Et là, c'est depuis les temps de la guerre froide, les relations russo-américaines étaient tellement tendues. Afin de trouver un issue à cette situation, le secrétaire d'État américain arrive à un sommet secret à Moscou. Cependant, l'opération est en danger. Le chef d'un gang international ayant accès à des informations classifiées tente d'attaquer la vie de l'invité américain et kidnappe sa petite fille. Seules les forces conjointes du FSB russe et les agents spéciaux de la CIA américaine sont en mesure de prévenir la Troisième Guerre mondiale et de sauver des millions de vies. C'est un Google Translate, ça. Ouais. C'est très bon, Google. Quand Bravo. même pas si pire. C'est ça. C'est un film de terroriste qui kidnappe une petite fille, puis... une fille. Puis il y a un gars qui fait des arts martiaux, qui est méchant. Il y a Mathias You aussi dans le film, pour les connaisseurs en série B. C'est un grand nom, il meurt tout le temps dans les films, ce gars-là, parce qu'il joue tout le temps un sbire. Et Étienne, d'ailleurs, c'est le méchant extraterrestre dans Dark Angel qu'on a écouté ensemble, le film de Noël avec Dolph Lundgren. Tu sais qu'il a les cheveux blancs et les yeux blancs aussi. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est fun, c'est que dans le trailer, on le voit mourir. Tu sais déjà. C'est ça. Et il y a aussi Danny Trejo qui tire du gun en criant « Say hello to my little friend ». Fait que c'est ça. C'est un film très de base, mais très prometteur. Je suis comme curieux. Il y a Avec tellement de gros noms de série B là-dedans. Un All Eyes Cast? Comment tu dis ça? All B-Star cast. Oui, ouais, c'est ça. Bon, ben merci, Simon. Puis il y a aussi le trailer de X-Men Dark Phoenix qui est sorti. Ouais, c'est vrai, ça a l'air que c'est sorti. Ouais. Eh ben... Donc, merci, messieurs. On va passer à la deuxième partie d'émission, mais juste avant, je vous rappelle que... j'ai hâte qu'on parle de quelque chose qui a rapport avec H.P. Lovecraft. Oui, je connais ça, moi, vous allez voir. J'ai hâte d'entendre ton opinion là-dessus. Très terrifiant, tout ça. Donc, en dernière partie, oui, on parle de A Tale in Emerald, Study in Emerald, pardon. Mais juste avant, je vous rappelle que les Mystérieux Étonnants existent grâce à leur Patreon. C'est une plateforme qui permet de donner des dons. Vous allez sur mystérieuxétonnants.com, en haut à gauche, un bouton « Faire un don ». Vous cliquez là-dessus. Ça vous amène vers notre Patreon pour l'équivalent. Pour vrai? Oui. Bien. L'équivalent d'un café par jour, Christophe. Un café par mois. Ouais. Déjà, un café par jour, ça serait pas pire, mais un café par mois. C'est rien, là. C'est rien pantoute. Ça peut être aussi un muffin Non, 2 par piastres. mois. Ouais. Mais c'est 2 piastres US. Fait que c'est comme 2,60. C'est ça. Ouais. Ouais, t'as un muffin. Ça dépend où tu vas. Ça dépend, ouais, c'est ça. Tim Hortons, tu peux. Ouais. C'est moins qu'un Monster par mois, en tout cas. C'est Ouais, genre un Monster par 2 mois. C'est ça. C'est quand même pas mal. C'est rien, là. Donc, faites en sorte que les Mystérieux Étonnants existent. Vous pouvez donner pendant un mois, vous pouvez donner pendant plusieurs mois, arrêter, revenir, c'est comme vous voulez. Et en échange, vous avez un podcast exclusif qui s'appelle Bifurcation. Et j'ai donné, en fait, une dernière entrevue la semaine dernière qui est disponible sur Bifurcation. Et oui, je me fais poser la question ces temps-ci, est-ce qu'on peut être abonné par un fil RSS? Oui, chacun des membres Patreon ont accès à un RSS qui est unique. Vous pouvez vous inscrire sur votre iTunes, sur votre téléphone mobile. Vous pouvez l'écouter où vous voulez. Vous n'avez pas besoin de le télécharger nécessairement sur votre ordinateur. C'est ce que je fais, moi. C'est ça que tu fais, toi? Oui. Ben, c'est donc bien génial. Ça marche très bien. Moi, mettons, je te donne un café par mois. Oui. Je peux-tu savoir les épisodes? Ben, si tu fais partie du show, fait que je peux te donner les épisodes si tu veux. OK. Mais oui, souvent, je t'emprunte un verre de lait par mois, mettons. Fait que ça fonctionne. Envoyez vos cafés à Benoît Mercier. À 53 33 Casse-Graisse. Si vous arrivez au show des Mystérieux Étonnants live avec un café, vous allez pouvoir
va rentrer à 8$. Non, faites pas ça parce que le monde va le faire, je le sais. Il y a quelqu'un qui va le faire, puis je vais être déçu de le retourner de bord. Faites pas ça. Donc, c'est ça. Vous avez un Patreon en échange, puis vous avez accès à tous les épisodes qui ont été rendus, qui sont disponibles maintenant depuis le début de ce projet-là. Sinon, il y a différentes façons d'appuyer le show. Vous allez sur iTunes, vous donnez une petite 5 étoiles, faites-le, laissez un commentaire, ou sinon, parlez du show à vos amis, partagez-le sur Facebook et les médias sociaux, c'est important. Et juste avant, t'as pas ta toune de proche, t'as fermé ton téléphone cellulaire, Monsieur Forêt? J'avais tout refermé, mais ça prend 3 secondes. Ça prend 3 secondes parce qu'on va remettre la toune. Je vais voir si je suis capable de faire une... Refaire la pub dans le... On va refaire, mais là, participer si vous juste voulez, avant, dire que à la fin, sûrement vendredi, il va y avoir un nouvel épisode de Noël chez Isidore. Ben oui, c'est ça. Vous enregistrez ça mercredi. Donc, dans 2 jours. Donc, ça va être disponible ce vendredi. Ouais. Est-ce que tu as la pièce musicale, M. Oui, Forêt? je suis prêt. Vas-y. Je suis prêt, Benoît. Le conseil est ouvert. Au début. OK. Et c'est parti. Vous pouvez participer à cette version. Okay, je vais pas faire la même affaire. Ouais. C'est allumer sa console. Et voilà. Donc, on vous rappelle que le samedi 20 octobre prochain, au Brewpub Brouhaha, tu vois, on a eu la même idée. On vous offre le spécial Halloween des Mystérieux Étonnants. Pas pire, ça. Les portes ouvrent à 19h, le show commence à 20h, prix d'entrée 10$, 8$ pour les membres Patreon. C'était quoi ça? Ben, je sais pas. Un genre de zombie. Un genre de zombie, ouais, pas pire, ça. Donc voilà, avec invités spéciaux, Monsieur Étienne Forêt et Simon Predge d'Ars Moriendi. Salut, c'est moi, Simon Predge. Donc, soyez des nôtres. J'ai créé un event Facebook pour l'occasion. Et allez mettre votre nom dessus. Un event terrifiant! Mais travaillez fort sur ce spécial-là. J'espère que vous allez avoir du plaisir. J'essaie tout le temps d'améliorer les choses et j'ai beaucoup d'espoir pour ce prochain spécial. Ça va être beaucoup de pression. Beaucoup de pression. Je sais toujours pas qu'est-ce que je vais faire. Mais tu vas trouver, puis ça va être hilarant. Tout le temps bon. Mais c'est ça, Étienne, tu vas nous partager des tunes d'Halloween, mais j'ai pas expliqué ce que Simon Predge va faire, c'est qu'il offre une histoire exclusive à la Ars Moriendi et pendant sa prestation, ça, c'est épique, là. C'est épique, il y a un violoniste qui va accompagner. Oui, c'est ça. C'est comme un gros violon. Voilà, qui va faire ça en même temps. Merci, j'avais besoin de savoir pour l'équipement de son. On va revenir dans quelques instants avec A Study in Emerald et c'est ça. Voilà, restez là. Restez là. C'est ça, bougez pas parce que c'est terrifiant. On vient, tentacule dans le noir. C'est ça. À 18h50, si la tendance se maintient, les Mystérieux Étonnants prévoient un gouvernement caquiste majoritaire. C'est terrifiant. C'est terrifiant tout ça, Monsieur Forêt. Beaucoup de cac. Mangez du cac! Bon, en parlant de mort, justement, on parle aujourd'hui de A Study in Emerald, basé sur une nouvelle d'un auteur que j'aime beaucoup, Neil Gaiman, adapté par Raphaël Albuquerque et Raphaël Scavoni. D'ailleurs, Albuquerque fait aussi les dessins dans la BD. Coloriste Dave Stewart et couverture faite par Raphaël Albuquerque. On vous rappelle aussi qu'en dernière partie d'émission, on spoil, donc si vous n'avez pas eu la bande dessinée pour faire pause, revenir, c'est comme vous voulez. Il y a personne des fois qui décide d'écouter le show complet puis de lire la BD par la suite, c'est comme vous voulez. Dans ce cas-ci, particulièrement si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous conseille fortement de ne pas l'écouter maintenant parce que une grosse partie de l'intérêt, c'est de ne pas le savoir. Exactement. C'est un jeu de mots en partant sur la première histoire, je crois, de Sir Arthur Conan Doyle de Sherlock Holmes. On parle ici de A Study in Scarlet. C'est quoi A Study? Parce que pendant un bout, je me cherchais c'était quoi l'expression, mais la bande dessinée un peu révèle tout ça. Là. C'est une pièce dans laquelle a été éclabousser dans le roman de Conan Doyle, c'est du sang. Oui, il y a du sang partout sur les murs, mais la victime n'est pas coupée. C'est ça. Son corps est intact, fait que le sang n'a pas rapport avec le meurtre. Et là, c'est du sang qui est vert, parce qu'on est dans un univers qui n'existe pas vraiment. Je vais mettre la table parce que peut-être que j'aurais dû dire à Simon exactement où on se situait, parce que c'est pas super clair au début de la bande dessinée. Non, mais c'est intéressant que M. Forêt soit là, parce que tu disais que tu aimais H.P. Lovecraft
Et Sherlock Holmes. Et donc, Neil Gaiman. Et Neil Gaiman, en plus. on est dans la bonne zone. Puis C'est vrai. moi, je connais un peu ça, mais pas tant que ça. Simon, Pas besoin de connaître Sherlock tant Holmes, que Moi, je ça, fais honnêtement. beaucoup de jokes à l'émission, comme quoi je connais H.P. Lovecraft, mais je connais fuck all C'est ça. un grand Fait expert. que déjà là, ça Non, part non, mal. dis pas ça, t'es un blanc. Sherlock Holmes, je le connais pas beaucoup non plus. C'est surtout ça qui Et est j'ai pas beaucoup lu de Neil Gaiman. Donc, Mais c'est- ouais, moi, je c'est- pars de loin. Mais l'aspect Lovecraftien, t'as rien Très besoin peu de présent. connaître Non, de c'est l'œuvre ça. originale pour apprécier. Si tu Ben, c'est connais ça, parce que je Sherlock Holmes, connais c'est- ça finalement. C'était une blague. Oui, Et, c'est ça. Oui, voilà. c'est juste que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. tu te mettais à la place du peuple. là. Mais c'est vrai que c'est pas clair. Il faut que tu sois vraiment attentif parce qu'il y a une phrase où c'est à travers une pièce de théâtre dans la BD qu'on Ouais. comprend les origines de cet univers-là. Mais je vous le dis tout de Une suite. pièce de théâtre dans la BD. Oui, il y a une pièce de théâtre dans la bande Ah, dessinée. bon. Caroline, qu'est-ce que t'as lu, toi? Hey, sérieux, j'ai pas catché cette BD-là. Mais ils vont au Ok. théâtre à un moment donné. C'est ça, oui, théâtre. Comment tu peux pas te tromper? En tout cas. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Donc, on est dans notre univers. On est au quoi? Début 19e? Fin 19e. Fin plutôt. 19e. Il y a 700 ans, les grands anciens, qui font partie de la mythologie de H.P. Lovecraft, sont sortis des océans et de partout où ils se cachaient sur la Terre et sont rentrés en guerre avec l'humanité qui a perdu. Ouais. Et l'humanité, c'est ce qu'on comprend, a été divisée par différentes monarchies. Chacune des monarchies règne sur un territoire de la Terre et l'évolution de la race humaine semble être dirigée par eux. Mais ce que nous, on nous présente, c'est que ça ressemble à l'époque victorienne qu'on a connue, qu'on connaît par Exact. l'histoire de Conan Doyle ou par juste les historiens. Donc C'est c'est une uchronie, mais c'est pas si différent C'est que ça. pas, non, c'est, à part le fait que les monarques, c'est des Grands Great Old anciens. Ones, et il n'y a pas vraiment de différence notable. Et même là, peut-être qu'on est tous contrôlés par des grands anciens. on Peut-être sait qu'on pas. sait pas. Mais eux, ils le savent, par exemple. C'est Les ça. personnages dans la BD sont conscients de ça et ils vivent comme ça, comme si Ok. c'était bien normal. Mhm. Puis, tu sais, même la reine Victoria, ça s'appelle aussi quand même Victoria, mais c'est une espèce de grosse pieuvre géante qui parle une langue bizarre. tu sais. Ouais. Mais puis tout le monde trouve ça bien normal. là. Tout le monde est ça fait 700 ans que l'humanité est contrôlée par les grands anciens. Fait que d'après moi, c'est rendu comme... Non, il y a des gens qui veulent se séparer d'eux, mais sinon, c'est comme common knowledge, je sais pas comment le dire en français. là. Mais c'est accepté, puis même en plus, c'est même beaucoup considèrent que c'est une chance. Puis là, on catch à travers la BD que c'est un peu de la propagande puis du brainwashing qui a été fait avec les années, où les humains se disent on est tellement chanceux d'être dirigés par eux qui nous amènent vers une ère de prospérité, puis à aller plus loin, puis à imaginer comment ça serait la barbarie si on ne les avait C'est pas ça. eus. Finalement, ce qu'on sait, c'est que ça serait la même affaire. Là, Ouais, parce ça qu'on serait nous, on a totalement- l'autre côté. T'avais une question, Simon? Peut-être pas. Non, ça va. OK, parfait. Et donc, il y a un prince, qui est en fait un grand ancien, qui a été assassiné dans un hôtel, une chambre un peu shady à Londres, qui était le préféré de la reine Victoria, qui, on vous rappelle, est aussi une créature grand ancienne. Et on amène un détective et son acolyte à enquêter, un détective de Baker Street, comme dans les romans de Conan Doyle. Comme la chanson. Aussi, Avec c'est ça. beaucoup de saxophone. C'est ça. D'ailleurs, quand je lisais la bande dessinée, C'est j'avais ça que ça en t'entendais, background tout le ouais. long. Donc, on venir enquêter sur le meurtre de ce grand ancien parce que ce n'est pas permis. Ça, là, c'est le pire des crimes ever. Donc, c'est principalement une histoire d'enquête qui est d'ailleurs très courte dans la bande dessinée, malheureusement, Ouais, c'est pas à long. mon goût. Là. Et il faut être attentif parce que les détails que je viens de dire à Simon et à vous, là, c'est parsemé dans la bande dessinée. Les indices sont donnés comme ça. Moi, je connaissais la prémisse avant de lire la BD, fait que ça a aidé à mon appréciation. Il faut dire que c'est basé, comme je l'ai dit, sur une nouvelle de Neil Gaiman qui se retrouve dans une espèce de ramassis de nouvelles écrites par différentes personnes où on mélange, on joue avec la mythologie de Sherlock Holmes. Et il y a 2 éditions d'un board game qui s'appelle A Study in Emerald qui existent également, qui sont basées sur la nouvelle, voire la BD. Donc, si vous allez dans, que ce soit le Randolph, la boutique, ou le Valet-Cœur ici à Montréal, vous pouvez mettre la main sur une version board game. Jeu de table, ça. Je l'ai regardé, ça a l'air beau. C'est un super de beau board game. C'est quel genre de jeu? J'ai pas trop compris comment on pouvait évoluer dans ce monde-là. Je pense que dans le jeu, et là, peut-être que je m'avance puis je me trompe, là, mais c'est basé sur les... comment tu dis ça? Les gens qui veulent se séparer des grands anciens? Ouais, les sécessionnistes, là, ou quelque chose comme ça. Là. Il y a un terme, là. Restaurationnistes. Restaurationnistes, ouais, ils veulent revenir à l'humanité se contrôler elle-même. Là. Donc, je pense que tu joues ces gens-là.
qui sont finalement des rebelles. Vraiment des rebelles de la monarchie. On va commencer par Simon, par Étienne. J'ai regardé Étienne, j'ai dit Simon. On va commencer par Étienne parce que justement, tu as lu la BD hier soir. Oui. Parce qu'on t'a demandé hier soir si tu voulais participer. Puis finalement, c'est 2 de tes intérêts. Oui, c'est ça. J'étais vraiment content. Ça tombait super bien. Puis j'étais heureux de lire cette BD-là. Mais ça, c'est une BD, c'est une affaire. Puis c'est tout. Là. C'est tout, oui. Okay, c'est ça. À moins qu'il continue, là, pour l'instant, c'est une BD. Parce qu'il y aurait vraiment de quoi faire. Là. Oui. Moi, j'en aurais pris plus. Là. C'est le seul point négatif, c'est que ça a été très court. Et c'est pourtant 84 pages comme bande dessinée. Donc, les dernières pages sont aussi des sketchs, là, mais c'est quand même une 70 pages, 72 pages. Il y a beaucoup de pages de titres, puis il y a des pages de fausses pubs aussi qui sont cool. Entre les chapitres, il y a des pubs qui semblent avoir le style de l'époque victorienne, puis qui vendent des affaires. Puis c'est tous des trucs un peu d'horreur. Là. Il y en a une sur Dracula, une sur Frankenstein. T'as Dr. Jekyll, puis Mr. Hyde qui vend sa potion. Puis, en tout cas, bon. Mais l'histoire, à la base, au départ, ça suit presque exactement le début de Study in Scarlet, qui est l'introduction du personnage dans Study in Scarlet, l'introduction de Sherlock Holmes qui rencontre Watson. En fait, c'est Watson qui raconte l'histoire de sa première rencontre. Puis là, ils sont mis ensemble par un ami commun. Ils ont tous les deux besoin d'une place où vivre. Fait que là, ils se trouvent un appart puis deviennent coloc. Puis fait que tout ça, ça suit un peu la même chose. Puis on voit un médecin qui arrive de la guerre d'Afghanistan, puis il rencontre un grand gars mystérieux. Au début, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait dans la vie, mais le gars, il catch tout de suite plein d'affaires sur lui en un seul coup d'œil, puis là, il est bien impressionné, puis là, il explique tout basé sur la déduction, comment il a compris qu'est-ce qu'il était, puis qu'est-ce qu'il faisait, puis là, il est bien impressionné de ça, puis il décide d'écrire un journal sur lui. T'sais. Fait que ça, c'est exactement la même affaire que dans Study in Scarlet. C'est des choses qu'on apprend aussi dans la série Sherlock qui a été adaptée pour la BBC. Là, je veux dire, c'est quand même, ça reste fidèle sur certains éléments des origines de Sherlock Holmes. J'avais beaucoup apprécié cette série-là, d'ailleurs. Puis, bon, fait que ça, c'est une histoire qu'on connaît quand même. Oui, c'était vraiment excellent. Puis, bon, ensuite, la partie où il y a l'inspecteur Lestrade qui travaille pour Scotland Yard, qui est pogné dans son enquête, puis qui vient chercher le détective en lui disant, finalement, c'est là qu'on comprend. C'est là que le médecin apprend qu'est-ce que son coloc, c'est un détective, en fait, puis qui fait du genre de consultation. Là. Il n'a pas ses propres enquêtes, il fait juste aider d'autres détectives. Puis là, ben, il se rend sur les lieux du crime, puis là, la chambre est barbouillée de sang. Fait que tout ça, c'est encore la même affaire. Sauf que là, la différence commence, puis là, c'est que si t'es pas averti, c'est là la surprise, c'est que là, le détective remarque tout de suite que ce n'est pas un humain. Fait que là, tu te dis, hein? Quand tu sais pas où est-ce que ça s'en va. Puis il dit... Puis on ne voit pas au début. On ne voit pas vraiment. Il tient comme un membre qui pourrait être un bras, puis c'est pas... fait que là, tu penses que le verre sur les murs a juste pas rapport. C'est stylistique rendu là. Puis là, finalement, il dit, bon, ben en regardant le nombre de membres, puis le nombre d'yeux, puis comment ils sont écartés, vous voyez bien que c'est un noble germanique, qui est sans doute un prince. Puis fait que là, tu te demandes comment il fait pour savoir ça en regardant la distance entre les yeux. Puis pourquoi il y a plusieurs yeux. C'est ça, puis là, c'est là que ça devient weird. Puis finalement, ben le verre, c'est réellement le sang. Puis là, ils vont voir la reine Victoria, puis la reine Victoria, c'est une grosse bébite. Fait que là, c'est là que tu catches que, OK, là, c'est là qui est Lovecraft, finalement. Puis tout le monde semble trouver ça bien normal. Puis bon, là, la reine Victoria va guérir d'une façon mystique une vieille blessure de guerre du docteur qui l'empêchait d'être un bon tireur. Un bon compagnon. Dans le bon temps, dans ces belles années. Fait que ça, ben, c'est ça. Là, c'est là que l'aspect weird arrive. Mais il n'est pas si important que ça non plus. C'est pas très présent dans la bande dessinée. D'ailleurs, c'est un peu un regret. Je sais que le reste de la planète, en tout cas, théoriquement, dans cet univers-là, la planète a continué à évoluer comme elle est supposée évoluer, ou comme ça s'est passé dans notre passé à nous, ou dans les histoires de Conan Doyle. Mais on n'en apprend pas beaucoup. Et même que je te dirais qu'à partir du moment où le dossier tombe sous la responsabilité de ce détective, remarquez qu'on ne dit pas Sherlock Holmes, parce qu'il y a un détail par rapport à ça, là, ça se conclut assez rapidement. Ouais. La conclusion arrive très, très rapidement. Et ça finit un peu en queue de poisson. Il n'y a pas une belle conclusion. Moi, j'en aurais pris plus. Ça finit avec une fin ouverte. C'est ça, super ouverte. Je pensais qu'il y avait autre chose à faire. Non. Et on comprend que finalement, les gens qui ont assassiné ce prince-là,
c'est véritablement le Dr. Watson et c'est Sherlock Holmes. Watson est nommé. Sherlock Holmes, on le voit dans un panel, on le voit dans une page, on le voit présent avec son look classique, la petite casquette, la pipe. Et on comprend que c'est deux acolytes qui font partie des gens qui veulent amener le retour restaurationniste. Ouais. Ben, c'est ça. Finalement, le gros punch de l'affaire, c'est que tout le long, étant donné qu'ils ont vécu le même début que dans Study in Scarlet, t'es sûr que c'est Sherlock Holmes et Watson qui mènent l'enquête, alors que finalement, c'est révélé juste à la toute fin que c'est Moriarty qui est l'ennemi juré de Sherlock Holmes, qui est le détective. Mais qui a aussi les mêmes capacités de déduction que Sherlock Holmes dans les livres. Exact. Il est aussi brillant que lui, puis fait que ça se peut. Mais sauf que dans ce monde-là, donc, c'est une autre différence, en plus de l'affaire des Great Old Ones, c'est que le détective qui est au service de Scotland Yard, c'est Moriarty. C'est le méchant, habituellement. Voilà. Puis son acolyte n'est pas Dr. Watson, c'est Sebastian Moran. Ça, je savais pas c'était qui, lui, par contre. C'est un colonel d'armée qui était l'acolyte de Moriarty. Puis, il signe à la fin de l'histoire, il signe toute l'histoire qu'il a écrite, puis il signe SM Major. Donc, il était Major à ce moment-là, puis c'est ses initiales, fait que ça fit. Puis finalement, ben c'est ça, le méchant, ce qu'on cherchait, c'est Sherlock Holmes. Puis Moriarty est sûr qu'il l'a trouvé à un moment donné, puis qu'il a réussi à le déjouer. Il va le voir, il va chercher l'auteur d'une pièce de théâtre entre autres sur les Great Old Ones, puis l'histoire de comment ils ont conquis la Terre. Puis lui, avec les indices qu'il a relevés, il est persuadé que c'est lui le tueur, puis qu'en fait, que ce tueur-là n'est pas réellement un auteur de pièces de théâtre, ni un acteur, mais il fait juste semblant. Fait qu'il va le confronter. C'est le cas, d'ailleurs. Oui, exact. Puis là, il est persuadé qu'il a réussi à tendre un piège à cet acteur-là de la pièce de théâtre, puis il a réussi à l'appâter en lui disant « Moi, je suis un promoteur, en Amérique, votre pièce, c'est parfait, puis j'aimerais ça que vous en écriviez d'autres. » Fait que là, lui, il dit « Ah, mais c'est pas moi qui les écris, c'est un autre. » Fait que, dites-moi c'est qui, mais là, non, je veux pas, il veut rester secret. Fait que, regardez, je vous donne plein de cash, fait que venez me rencontrer tous les deux demain. Puis là, lui, il se dit « Et voilà, là, je vais le pogner. » Je les ai pognés. Mais finalement, le gars à qui il parlait, c'était Sherlock Holmes et l'auteur de la pièce, c'était Watson. Mais Sherlock Holmes, faisant semblant qu'il voit rien puis qu'il est en train de tomber dans le panneau, réellement, il a tout catché que Moriarty lui tend un piège. Puis le lendemain, se présente pas au rendez-vous où il se serait fait arrêter, envoie plutôt un kid porter une lettre qui révèle qu'il avait tout catché depuis le début puis qu'il est bien brillant. Puis là, Moriarty est comme agacé, mais en même temps content d'avoir un adversaire avec un intellect à sa hauteur. Ce qu'il connaît vraiment dans les téléfilms. Exact. Là, je regarde Simon. Là, je pense que tu as passé au travers de toute l'histoire. Ça se résume quand même assez bien. C'est ça. Qu'est-ce que tu avais compris là-dedans? Parce que je sais que tu n'avais pas été pantoute sur la même voie que nous autres. Là. Moi, je pense que ça ne s'adresse pas à moi, premièrement, cette vidéo-là. J'ai pas compris grand-chose de ce que vous avez dit. OK. Moi, en commençant la BD, tout ce que je savais, c'est que c'était inspiré de H.P. Lovecraft. Je me suis dit, OK, il va y avoir comme quelque chose d'une autre dimension, là, puis quelque chose qu'on ne comprend pas. Fait que déjà là, de voir la victime avec du sang vert, je me suis dit, OK, c'est ça. Il y a du sang vert. Je me suis pas posé la question, tu sais, j'ai pas fait le lien avec Sherlock Holmes. En fait, moi, je me suis dit, OK, c'est comme, ils sont comme inspirés de Sherlock Holmes et Watson. Mais vu qu'ils s'appelaient pas Sherlock Holmes, je me suis dit, c'est d'autres mondes. C'est ça. Ouais. Puis, je n'avais pas catché que c'était Moriarty du tout. Ça m'a pris vraiment beaucoup de pages avant de comprendre ce que j'étais en train de lire. Je lisais, puis ça me rentrait pas dans la tête. Je me suis dit, de quoi il parle? De qu'est-ce que c'est? Oui, c'est écrit mystérieusement. Ils font ça, c'est vraiment... évidemment, si tu n'as pas les référents de Sherlock Holmes, c'est sûr que tu peux pas suivre. Non, c'est ça. Parce que l'aspect Lovecraft, on s'en fout complètement. Ça, mais si tu connais pas du tout Sherlock Holmes, tu l'apprécies pas. Lovecraft n'est pas super présent. Là. C'est vraiment la trame de fond, mais c'est vrai que c'est plus les codes de Sherlock Holmes. Si tu connais pas la dynamique entre Moriarty et Sherlock Holmes, tu sais pas que Watson, c'était un médecin de la guerre qui a combattu en Afghanistan. Ça aide pas. C'est ça. Ce que je savais, c'était la base, mais ce que je pensais que c'était juste inspiré d'eux, c'était pas eux.
Fait que ça gâche, en fait, c'est ça, l'expérience qui est prévue, je crois, pour le lecteur, c'est que ils se disent, hey, voilà, c'est eux, parce que je reconnais toutes les codes, puis je reconnais tout ça, puis c'est les bons événements, dans le bon ordre, ils sont à la même place, fait que donc c'est nécessairement eux. Puis après ça, tout à coup de théâtre, c'est pas eux. Puis là, tu retournes lire en arrière, ben voyons donc. Puis là, tu réalises en relisant le début que, OK, c'est vrai, ils ont jamais nommé leur nom. Ils mentionnent jamais leur nom. Puis fait que là, tu finis par comprendre que, OK, ça fait que je me suis fait berner. Quand tu regardes la description de l'histoire, je me souviens plus si c'est le roman ou la BD, on décrit Moriarty comme étant de détective, comme de THE, le grand détective. On dit pas que c'est Sherlock Holmes, mais nous, en tant que personne qui est censée connaître les codes de Sherlock Holmes, ses histoires, parce qu'on connaît Baker Street, parce qu'on connaît la fameuse histoire de Watson et de Sherlock, t'es censé conclure que c'est Sherlock. Mais moi, c'est là où je trouve ça intéressant. C'est sûr que si t'as pas ces référents-là, ça aide pas. Je pense pas que tu peux profiter autant l'histoire. En même temps, je veux dire, j'aurais pu juste me renseigner un peu sur la BD avant de la commencer. Mais c'est un risqué, ça aussi. Mais c'est ça. C'est pas nécessairement une bonne chose. Ça risque de spoiler des affaires qu'il faut pas. Puis c'est comme on est en train de faire maintenant. C'est pour ça que je disais tantôt, si vous aimez cette BD-là, ça enlève tout le gros fun. C'est parce que le fun, c'est de pas spotter que c'est pas Sherlock Holmes, puis après ça, de réaliser... Moi, ils m'ont berné jusqu'à la fin, parce que je savais que le gars était pas Sherlock Holmes, parce qu'en lisant à propos du roman, de la nouvelle dans le roman, et de cette BD-là, on n'arrête pas d'insister sur le fait que c'est un détective. On ne dit pas que c'est Sherlock. Puis là, je me suis dit, c'est pas à cause des droits. Les droits des histoires de Sherlock Holmes, d'après moi, ils sont libérés. N'importe qui peut sortir un film, une télésérie. Il y a deux séries en même temps sur Sherlock Holmes. Exactement. Donc, films au cinéma. c'est ça. Fait que ça fait partie des droits, d'après moi, qui sont libérés. Fait que je me disais, pourquoi ils... OK, c'est peut-être pas... Je me suis dit, ils veulent pas le mentionner pour une raison nébuleuse. Donc, à la fin, quand j'ai compris que c'était Moriarty quand on découvre que finalement quand Watson est arrivé dans l'équation et qu'il parle de son acolyte, j'ai compris que c'était deux duos qui étaient inversés. Exact, c'est ça. C'est au moment où ils disent finalement celui qui a fait le crime, qui a tué on suppose qu'il y a quelqu'un qui a attiré le prince monstrueux dans la chambre, puis que la personne qui l'a tué était déjà sur place et a fait ça avec une précision chirurgicale. On a trouvé que c'était un médecin qui s'appellerait John ou James Watson. Fait que là, tu dis, OK, d'abord... Donc, c'est pas lui. C'est pas lui. Puis en même temps, dans la lettre que le détective reçoit, quand c'est supposé d'être le tueur qui se pointe à la fin, il mentionne, on s'est déjà parlé par écrit, puis je vous avais posé des questions sur votre livre sur les mouvements des astéroïdes. Ça, c'est mentionné dans Sherlock Holmes que Moriarty avait écrit ce livre-là, puis c'était comme une sommité de la science que personne n'était capable de suivre son raisonnement. Fait que ça te donne un autre indice que c'est Moriarty, le détective, depuis le début. Ce qui est un élément qui a été repris dans le deuxième film avec Robert Downey Jr. Moriarty, quelqu'un qui était référé en sciences, et je crois qu'on le voit étudier les mouvements d'as célestes. Donc, c'est clair qu'il faut avoir une base pour le personnage, mais sinon, on parle peut-être d'un élément qu'on peut tous apprécier ou non, parce qu'on n'a pas besoin de base pour ça, mais qu'est-ce que vous avez pensé? Allons-y par tout, parce que Étienne a parlé, mais de l'art, qu'est-ce que tu as trouvé de l'art? Tu en as pensé? C'était bien. C'était bien, mais je m'attendais à plus. Peut-être, ouais. J'ai beaucoup savais aimé pas à quoi m'attendre. La couverture, je l'ai trouvée intrigante. Je l'aimais au bout. C'est un scalpel plein de sang vert, puis t'as le devant d'un costard quelconque. Fait que tu sais pas l'identité de la personne qui vient de tuer quelque chose, qu'on sait pas exactement c'est quoi non plus. On apprend que c'est une créature cthulhuienne. Mais pour avoir vu les sketchs à la fin de l'histoire, j'aurais gobé cette histoire-là en noir et blanc plus qu'en couleur. Je trouvais que la couleur, elle venait effacer un peu les super de beaux traits du dessinateur. En même temps, vu que le sang vert était important, j'imagine que là, ils n'ont pas eu le choix, ouais. Mais non, l'art c'était correct, mais c'était pas... il n'y avait rien qui ressortait de particulier. Non. Puis l'aspect Cthulhu était tellement toné down que finalement, la seule affaire qu'on voit, c'est une espèce de props dans la pièce de théâtre qui est faite pour ressembler pas beaucoup à grand-chose. C'est supposé d'être une affaire qu'on a fabriquée pour imiter. Puis, quand on voit la reine Victoria, mais comme dans le noir, on voit pas grand-chose, on voit juste qu'elle a des tentacules. Puis elle porte un costume, de toute manière, avec un masque. C'est ça. Donc, ça nous donne rien. Fait que, finalement, OK, c'était un masque, ouais, t'as pas remarqué. Non, mais je veux pas qu'elle juste la reine Victoria. Ouais, c'est la reine Victoria. Fait que ça aurait été le fun que ça soit plus flamboyant. Puis, tu sais, les personnages des Great Old Ones, sont supposés d'être vraiment plus grand que nature, de défier même les lois de la géométrie, puis t'es même pas capable de concevoir ce que tu vois quand tu les vois, puis tu deviens fou juste en t'approchant. Fait que puis là, il y avait juste l'air d'être des espèces d'aliens un peu pieuvres
qui ont pas l'air plus terrifiants qu'autre chose, là, puis ils parlent en français, mais en anglais. Mais c'est peut-être des sbires aussi, hein. C'est peut-être des gens qui, eux, doivent rapporter à des créatures qui sont plus larges qu'eux, plus grandes qu'eux. Il reste qu'on n'a rien vu de ces créatures larges-là, puis finalement, c'est comme, bon, ça, c'était... L'univers m'a plus plu que finalement ce que j'ai lu. En fait, j'ai aimé, moi, c'est ça, parce que je suis pas un gros fan de Sherlock Holmes, mais j'en connais assez pour avoir reconnu les codes, tu vois, dans la bande dessinée, puis quand il y a l'espèce de revirement à la fin, j'étais « Ah, ok, je comprends ». Mais c'est tellement garoché, comme le côté enquête, qui est habituellement le point fort de n'importe quelle histoire de Sherlock Holmes, il est exploité en quelques panels. Il est à peine... ça se résout très, très rapidement. Hein. Mais ceci dit, dans Study in Scarlet aussi, fait que peut-être que c'est pour ça... Study in Scarlet, tu passes le 3/4 de ton histoire à lire une histoire sur des personnages que tu connais pas, que il y a 40 ans, ils sont fait sauver par des mormons, puis il y en a un qui a forcé la femme à le marier, puis là, tu es comme, qu'est-ce qu'on lit? C'est quoi tout ça? Puis finalement, Sherlock Holmes comprend que le crime a rapport avec toute cette vieille histoire-là, puis en 3 lignes, il t'explique pourquoi il a trouvé ça. Puis c'est comme tu dis, OK, mais là, ça a été vite, finalement, puis on n'a pas... ça n'a pas de sens que quelqu'un ait pu catcher ça. Tu te dis pas, ben oui, c'est logique, t'sais. C'est pas tant logique que ça, là. Fait que peut-être que c'est cette ambiance-là qu'ils ont voulu reproduire, mais en même temps, c'est vrai que ça aurait été cool, tant qu'à faire une longue BD, d'y aller à fond, puis de rajouter des éléments, puis que l'enquête prenne du temps, puis ça aurait été le fun, ça. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment repris l'histoire de Neil Gaiman, qui était une nouvelle, donc qui n'est pas un roman à part entière, là, qui est intéressant, mais je veux dire, c'est beaucoup moins volumineux, on s'entend, fait que le matériel de source est moins grand. Puis je pense qu'à l'écrit, cette histoire-là fonctionne beaucoup mieux. En même temps, de ce que je me souviens, ça fait partie d'un recueil d'histoires de Sherlock Holmes. Donc, en partant, si c'est pour lire ça, tu as un intérêt pour le personnage. Donc, tu connais théoriquement toute la mythologie de Conan Doyle. Donc, j'imagine que ça doit être la révélation devait être mieux, comment je pourrais dire ça, mieux amenée. C'est difficile en BD, mais je trouve qu'ils ont fait une job décente. J'aurais plus apprécié la BD si l'enquête avait été un petit peu plus développée, si l'art avait été... plus soigné aussi. Pour moi, c'est pour ça que j'ai la misère à le recommander, à part être vraiment un fan fini de Conan Doyle ou de H.P. Lovecraft, parce que tu veux lire un peu n'importe quoi sur... Puis je suis vraiment intrigué, par contre, par le board game. Je veux savoir ce que le board game ils font exactement. Est-ce qu'ils vont jouer avec cette mythologie-là encore? Comment c'est je pense que s'ils décidaient de développer une série à partir de ça, il y a vraiment un potentiel énorme. Là, parce qu'à la fin, là, ce qu'on sait, c'est Sherlock et Moriarty se connaissent l'un l'autre, sont des ennemis super intelligents tous les deux, puis ils ont des vues opposées sur qu'est-ce qu'on devrait faire avec le monde. Oui. Puis tu aurais le point de vue de Moriarty. Exact. Plutôt que de Sherlock. Puis Sherlock Holmes est le rebelle qu'on essaie de pogner, puis là, on sait que ça va être des mind games tout le temps. Fait que ça serait vraiment cool. Puis en même temps, il y aurait moyen de faire que là, ils ont tué un bonhomme monstrueux. Ça amène une révolution chez le peuple. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, ils vont en tuer probablement d'autres. Puis là, eux autres vont être sur leur garde. Fait comment ils vont faire? Puis fait qu'il y aurait moyen de développer vraiment de quoi de gros. Là. J'ai comme l'impression qu'ils le feront pas, par contre. Pas parce qu'il n'y a pas un potentiel là, puis j'espère qu'on va me prouver le contraire, mais c'est publié chez Dark Horse Comics. Dark Horse a des problèmes financiers depuis qu'ils ont perdu leur grosse licence. Fait ils ont l'air à pas faire de la grosse exploration. En même temps, ils ont Can Burger qui ont comme engagé dans les dernières années. On dirait qu'il se passe rien de ce côté-là, en tout cas rien que nous on voit. Mais ça serait une propriété peut-être intéressante à exploiter, surtout quand tu as le nom de Neil Gaiman sur ta pochette. Ça vient avec une certaine renommée. Est-ce que toi qui as lu du Neil Gaiman, tu as reconnu Neil Gaiman dans ce traitement-là? Un peu quand même, oui, effectivement. Neil Gaiman, ce qui est bon pour faire, c'est d'écrire des univers inspirés d'autres univers, puis d'arriver à aller chercher tous les petits détails d'un monde puis les réintégrer dans le sien. C'est ce qu'il fait avec American Gods, c'est ce qu'il a fait avec Sandman. Il a fait avec Thor récemment aussi, je pense, le dieu nordique. Là. Le livre, c'est un marteau de Thor, c'est Mjolnir. C'est Mjolnir. Oui, c'est vrai. En fait, c'est qu'il a réécrit quelques histoires de la mythologie scandinave. Ça, c'est vraiment comme juste, on réécrit l'histoire à peu près telle qu'elle nous a été racontée. Mais c'est souvent ça, comme dans American Gods, là, tu rencontres des dieux qui sont rendus déchus aujourd'hui parce qu'il n'y a plus personne qui croit en eux. Mais
tu essaies de découvrir c'est qui ces dieux-là parce qu'ils ont une espèce d'identité humaine. Puis c'est par toutes sortes de petits indices que quand tu connais la mythologie, tu vas spotter. Puis si tu la connais pas, tu spotteras pas. Puis tu vas fouiller sur Internet, puis tu te rends compte, OK, c'était ça. Il a choisi ce nom-là parce que ça a rapport. Puis tout a rapport finalement. Fait que ça, c'est typiquement Neil Gaiman. Puis c'est ce qu'il fait là-dedans. Là. Il y a plein d'affaires qui ont rapport. À la fin, Sherlock signe sa lettre Serrington. Puis Serrington, c'est le nom que Sherlock Holmes utilise une fois qu'il a faké sa mort à la toute fin. La première série de Sherlock Holmes. Il meurt, puis après ça, finalement, il n'est pas mort. Il revient, Mais quand il revient, il utilise ce nom-là. Fait que là, ils ont pris ce nom-là. Puis le nom qu'il utilise quand il se fait passer pour l'acteur de théâtre, mais c'est le nom de famille, c'est le nom de sa grand-mère. Fait que ça fit. Fait qu'ils sont allés chercher plein de petits détails. Puis ça, c'est typiquement Neil Gaiman-esque, là, de faire ça. Puis tu passes à côté de ça si tu n'as pas tous ces références. Moi, je ne l'ai pas lu, j'ai quand même apprécié l'histoire pareil. Mais oui, c'est ça. Ça peut être le fun pareil, mais ça joue toujours sur 2 niveaux. Là. Tu vas reconnaître des affaires que tu vas dire « Ah oui, ça ». Mais si tu le reconnais pas, ça gâche pas ton plaisir. L'histoire peut être bonne quand même. T'sais. Fait que, dernier truc, est-ce qu'on le recommande toi, Simon? Non. Non. Mais c'est pas mauvais, c'est juste moi, j'ai pas... C'est pas fait pour toi. Embarqué, parce que la quantité de H.P. Lovecraft était pas... Ouais, c'est ça. C'est ça. Il n'y en avait pas assez. Il n'y en avait pas assez. Toi, Monsieur Forêt? Ben, moi, je la recommande si vous êtes un grand fan de Sherlock Holmes. C'est vraiment juste ça, selon moi, que ça prend. Yes. Si tu connais pas du tout Sherlock Holmes, ça va être un peu banal comme histoire parce que ça va être juste comme bien ordinaire. Puis là, tu restes sur ta faim en te disant il devrait y avoir autre chose, puis il n'y en a pas d'autre. Pas pour l'instant, en espérant que ça arrive. Moi, je le recommande, mais j'ai les mêmes réserves que Simon, dans le sens que je pense qu'il faut en connaître un petit peu plus sur Sherlock Holmes pour vraiment pouvoir apprécier, mais en même temps, pas besoin d'être une encyclopédie. Tu sais, moi, je connais pas tant que ça, puis j'ai été capable d'apprécier. Non, c'est ça. Il faut avoir... si vous avez vu juste les séries télé, ça marche. Ça marche quand même bien, là, parce que tous ces éléments-là sont déjà dans la série télé. Mais je veux voir cet univers-là exploité de différentes façons. Je vais peut-être jeter un coup d'œil au board game. Je sais pas s'il y a un auditeur qui a déjà joué ou une auditrice, là, dites-moi là. Voilà. Avant de partir, je vous rappelle ben@mystérieuxétonnants.com. On aime ça vous lire. Fait que de temps en temps, on reçoit des questions, des commentaires. Yes. Et on vous rappelle que si l'apocalypse n'a pas eu lieu ce soir, que nous serons... j'exagère parce qu'on est là. Il y a du monde qui vont m'écrire parce qu'ils sont en crise. Là. Vous allez politiser le show. Après être devenu un show jock sur l'entraînement. Ouais, c'est ça. Non, on le politise pas, on le geekifie. Mais oui, on niaise avec les codes. Voyons donc. Mais non, nos fans sont habituellement très, très à jour avec ça. Donc, le 20 octobre prochain, spécial Halloween des Mystérieux Étonnants, en direct du Brewpub Broye, 58-60 de Rémy. Coin des Carrières, trompez-vous pas, il y en a un deuxième, maintenant un Broye. Ouais, dans Annecy. Elle n'est pas là, c'est full loin, puis ça sera pas là. C'est plate. Ça sera pas là, c'est surtout que ça sera pas là. Sinon, merci Étienne. On te voit à Noël Chisdall, qui va être disponible ce vendredi. Voilà. Et à des sidérats. Sur une station quelconque. C'est ça. On vous dit à la semaine prochaine. J'ai le même micro que vous autres à cette heure. Ah oui, je sais, j'ai vu ça. OK, bye!